Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe, sur un photographe, pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Cyril Zexer. Pour ce premier podcast, je reçois Cyril Zexer, alias Archifoodrock, un photographe culinaire et événementiel qui a travaillé avec les plus grands chefs. Il est également partie prenante dans le Salon Bon, qui vise à inculquer aux enfants le goût des bonnes choses, où il gère tout ce qui est relatif à la photo. Nous avons fait connaissance il y a quelques années au Salon de la Photo, alors que nous animions tous les deux des ateliers sur un stand. Pour la blague, nous avons recréé un portrait hardcore avec un Polaroid, 2 flash Cobra et quelques bouts de papier et de scotch, avant de finir par réaliser que nous avions des connaissances communes et de nous lier d'amitié. Cyril aborde avec moi le burn-out qu'il a lancé dans la photo, les difficultés du métier, sa façon d'aborder un shoot, sa vision du business et de l'argent aujourd'hui, de façon générale et plus localisée sur son secteur de prédilection, mais aussi ce qui lui plaît dans le métier de photographe et ses axes de développement. Nous essaierons de déconstruire sa méthode et ce qu'il fait pour faire tourner sa société, et vous constaterez également la réalité de la vie d'un photographe, pleine de bons côtés, mais loin d'être aussi simple et rose que certains posts Instagram le laissent à croire. Bienvenue dans l'œil de Cyril Zexer. Cyril. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci Julien de m'accueillir. T'es le tout premier à passer dans ce podcast. Ouais, ça se sent, la peinture est fraîche. T'es mon cobaye. Et on va donc, je t'ai expliqué un petit peu le principe de ce podcast. L'idée de ce podcast, c'est de comprendre comment fonctionne un photographe. Qu'est-ce qui fait qu'il fait des belles images? Qu'est-ce qui fait qu'il travaille bien? Qu'est-ce qui fait qu'il a du succès? On va essayer de comprendre un petit peu tout ça ensemble. Eh bien, essayons. Je suis pas sûr de répondre à toutes tes questions, mais on va essayer. Je te laisse te présenter pour commencer. Expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait dans ta vie avant de faire de la photo. On peut essayer ça. Donc, je suis Cyril Zexer. J'ai commencé la photo professionnelle en 2012. Mais mon premier appareil photo, j'ai dû l'avoir, je devais avoir 10 ans. Donc voilà, ça remonte à maintenant 38 ans. Donc je fais de la photo essentiellement culinaire, avec tout ce qui touche autour de la food, c'est-à-dire les photographies des portraits de chefs, de salles, les démonstrations sur les events culinaires, enfin voilà à peu près l'univers qui touche autour de la food. Au début, j'ai aussi fait un peu de photos de concert, mais les contraintes étaient telles que c'était pas possible de continuer à rester, à faire tout le monde la même photo, donc il n'y avait plus de discrimination possible. Donc j'ai arrêté et je me suis tourné donc vers l'architecture d'intérieur et la photo culinaire. 2 domaines très porteurs en ce moment. Alors 2 domaines très porteurs, oui, à cause de la télévision, mais il y a énormément de concurrence en fait. On est très nombreux sur Paris, donc moi j'essaye de sortir de la région parisienne. De faire tout ce qui est région centre, autour du nord de la France aussi. Et puis en culinaire, il y a peut-être un petit peu plus de variété, c'est peut-être plus agréable aussi. Je pense que les plus grands chefs ne sont pas forcément tous à Paris. Exactement, il y a beaucoup de chefs en fait à Paris, ça c'est ce qu'on voit le plus souvent, ceux qui sont le plus médiatisés. Mais il y en a au moins 2 fois plus en province et eux souffrent de ce manque de médiatisation et ont envie aussi de participer à leur univers. Donc ils sont plus facilement clients. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as fait avant la photo ? Avant, je faisais beaucoup d'informatique. J'étais développeur et chef de projet pendant 18 ans. Et puis, ça s'est mal terminé. J'ai fait un burn-out et donc j'ai été obligé de me reconvertir. Et la photo est venue naturellement parce que c'était quelque chose que je savais faire en amateur et puis parce que c'était tout ce qui me restait, en fait, tout ce que je savais encore faire. C'était un concours de circonstances juste avant mon burn-out qui m'a fait perdre ce que je savais faire en informatique, du moins le métier que je faisais tous les jours. On m'avait offert un stage de photo culinaire qui a été fait par une photographe, ancienne restauratrice, photographe culinaire depuis un certain nombre d'années et ça m'a donné le goût de faire de la photo culinaire. Et quand j'ai fait mon burn-out, je me suis dit mais ça je sais le faire, ça me plaît. Donc il faut c'est avancer, une façon de guérir aussi. Exactement, ça m'a mis 3 ans avant de trouver un réseau, de pouvoir sortir de chez moi, de me reconstruire à ce niveau-là et j'en suis très content en fait. C'est marrant parce que j'ai parfois l'impression, souvent dans les discussions avec d'autres photographes, qu'on devient photographe pro presque par accident des fois.
Ah bah dans mon cas, c'est exactement ça. Ça a été mon cas aussi, mais j'en connais pas mal qui, d'un coup dur, souvent d'un coup dur, les plus belles choses sortent souvent des coups durs d'ailleurs, bizarrement, mais sont retombés là-dedans. On a tous, je pense, un petit bagage de photos de quand on était jeune ou d'avant. Ouais, tout à fait. Et finalement, on s'y est tous remis de cette manière-là. Alors, en tout cas, ce que tu dis dans mon cas, c'est tout à fait vrai. C'est par hasard que je me suis mis à la photo professionnelle. Je modérerais peut-être un tout petit peu ton propos parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la photo et qui ont 20 ans, 18 ans. Et c'est pas des coups durs, c'est vraiment leur envie de faire ce premier métier, que ce soit la photo ou la vidéo d'ailleurs. Enfin, tout ce qui va toucher à l'image. Mais c'est une autre génération qui est un petit peu plus dans l'idée qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qu'on n'a pas forcément eu nous. On est la génération des années 70, ouais. Où on était plus responsable. Enfin, moi, si j'avais dit à mes parents, je veux faire de la photo à 14, 15, 16, 17, 18 ans. Tu leur as jamais dit ? Je leur ai jamais dit parce que dans mon esprit, c'était pas une option. Dans ma génération, et je pense la tienne aussi, un travail, c'était un bureau, de préférence gris, de préférence à la défense, de préférence avec un gros salaire. Ouais. Pas... Moi, je l'ai dit à mes parents. Je l'ai dit, mais bon, mes parents étaient divorcés, donc je l'ai dit à ma mère. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Parce que ça faisait déjà 4 ou 5 ans que j'avais un appareil photo, mes photos plaisaient. Elle m'a dit, non, mais ça, c'est pas un métier. Et pense à autre chose. C'était cette génération-là. Ouais, complètement. Ouais. C'était cette génération-là. Les jeunes dont tu parles aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ont grandi dans cette idée qu'ils peuvent faire ce qu'ils aiment. Ils ont vu les influenceurs sur Instagram, ils ont vu les youtubeurs, ils ont vu tout ça, et finalement, ils peuvent rêver à une carrière comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier. Ce qui n'était peut-être pas le cas quand nous, on était jeunes. Alors, c'était un métier, mais c'était un métier confidentiel à cette époque-là. Moi, j'ai la chance de pouvoir discuter avec des photographes qui ont aujourd'hui 70 ans, 60, 70 ans, donc qui sont de la génération de mes parents, et qui me disaient, on fait un métier de dingue, mais c'est toujours un métier de dingue. Mais c'était très confidentiel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette médiatisation. La barrière à l'entrée aussi n'était pas la même. Exactement. Aujourd'hui, tu peux faire tes 10 000 premières photos en l'espace d'un mois avec un appareil numérique, ce que tu ne pouvais pas forcément te permettre. Moi, je me rappelle qu'un des gros stops quand j'étais jeune de la photo, c'était le coût des pellicules et le coût du développement. Ça a été... j'ai fait un mois comme ça, et quand mes parents ont vu la facture, ils avaient beau être gentils et pas avoir trop de problèmes d'argent, il y a quand même eu un petit coup d'arrêt. Ah, c'est clair, moi quand j'ai commencé, donc j'avais 10-14 ans, je partais en vacances, j'avais un budget, j'avais le droit à 4 pellicules pour un mois. Point. Bah d'ailleurs, donc ça t'oblige à réfléchir, c'est marrant. D'ailleurs, ça m'aide encore aujourd'hui. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est quand j'ai offert, j'ai un filleul à qui j'ai voulu faire ce cadeau-là de la photo. Et en fait, je lui ai envoyé un petit Instax. Et tous les mois, je lui ai envoyé 4 cartouches. Donc, il avait 40 photos à faire par mois. Ce qui faisait un petit peu plus d'une photo par jour. Il avait droit à un raté par jour, un raté de temps en temps. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre à faire des photos. Et ce qui m'a vachement plu, à l'époque, il avait 7 ans, c'est qu'il le faisait, mais avec un sérieux. Et quand je lui ai demandé, quelques mois après, je lui ai offert pour son anniversaire, c'était en juillet. Et en décembre, pour Noël, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il m'a dit, je veux des albums pour ranger mes photos. C'est drôle. Et j'ai appelé donc son père qui est mon meilleur ami, qui m'a dit mais il s'éclate avec ça. Et donc régulièrement je lui envoie des packs et l'idée c'est que ses parents n'ont pas le droit de lui acheter de recharge, c'est que moi. Ah c'est marrant. Ouais. Et ça marche bien, ça marche plutôt bien. Tant mieux. Ça me fait penser qu'il faut que je lui renvoie. Il n'a pas essayé le numérique depuis Non, il n'a pas encore essayé le numérique. Je lui ai acheté une GoPro mais ça lui plaît pas. Donc, photo, vidéo, moi, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même métier. Tout le monde croit que c'est le même métier. C'est pas le même métier du tout. Si je pouvais ne faire que de la photo, j'adorerais ne faire que de la photo. Ouais. Mais il y a des demandes. Ouais, bah écoute, moi, on commence à me demander de la vidéo, donc je m'y mets par la force des choses. Mais je crois que j'ai été vraiment bloqué quand j'étais ado. Parce qu'à chaque fois qu'on partait en vacances, mon beau-père avait une caméra vidéo que je refusais de me servir. Il me la mettait entre les mains et tiens, filme-nous, on est au ski, machin, filme-nous, bidule. Ça m'a saoulé, j'avais l'impression d'être chez les bidochons en vacances. Quoi. Et je pense que j'ai gardé cette image-là pendant 30 ans. Ouais, mais dans la philosophie, c'est attirant la vidéo, mais dans la réalité, moi je regarde jeune, je me voyais avec un micro devant moi, je me voyais avec un appareil photo dans la main, je me voyais pas faire des films. Ah, c'est marrant ça. C'est ce qu'on est en train de faire, ce podcast. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un rêve de gosse, mais quelque part, quand j'étais gamin, il y avait ce côté, j'étais tout le temps devant la radio, j'écoutais, à l'époque c'était Super Nana sur Skyrock, c'était extraordinaire pour moi ça, Emmanuel Lévy, Arthur à la radio et tous ces trucs-là, j'allais les voir.
Je trouvais ça extraordinaire. Et tu me disais, est-ce que tu aimerais bien faire de la radio? Ouais, j'aurais adoré ça. J'aimais bien faire des photos, mais c'est vrai que je fantasmais pas le film. Tout le monde croit que la photo et la vidéo, c'est très proche. Je pense que c'est extrêmement lointain en réalité. Il y a des aspects techniques qui se recoupent un petit peu. On utilise presque le même matériel, mais est-ce que c'est proche? Non, pas du tout. C'est pas du tout la même charge de travail. C'est pas le, mais c'est Ça n'a même rien pas à le voir. même- c'est même pas la même philosophie. Une photo, c'est un instant Clairement. qui va se présenter devant toi et que tu vas saisir. Une vidéo, c'est déjà plus compliqué de saisir un instant Ouais, complètement, volé ouais. comme ça. Donc c'est souvent beaucoup plus prévu, Mais- c'est beaucoup plus cadré. Techniquement, effectivement, il y a des bases d'exposition qui sont les mêmes, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et puis pour raconter une histoire en photo et pour raconter une histoire en vidéo, c'est pas du tout la même chose. Clairement, clairement. Alors honnêtement, dans mon passé, la vidéo, c'était quelque chose qui m'a vite attiré, mais j'en ai été dégoûté assez vite. Donc par cette raison-là, parce qu'on me demandait de faire des choses que je voulais pas faire. Et dans la photo, comme personne n'en faisait autour de moi et que j'étais assez libre de faire ce que je voulais, ça m'a vite attiré. Et j'ai vite développé ce truc-là. Et pour moi, ouais, la vidéo, c'était vraiment les bidochons en vacances, la mec à la caméra à la main qui filme tout ce qui se passe devant lui sans réfléchir à quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment dégoûté de la vidéo pendant 30 ans. Ouais. J'y reviens, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à faire des choses assez sympas. Mais ça s'arrête là. Honnêtement, je le fais parce qu'on me le demande, mais ça s'arrête là. Pas par passion. Pas comme Du tout. tu ferais de la photo. Ah non, la photo, c'est le prolongement de ma main. Voilà, c'est le Exactement ça. prolongement de Puis mes la doigts. photo, c'est toi. Quand tu veux faire une vidéo de qualité, souvent, tu as besoin d'une équipe aussi. Ouais, Quand tu clairement. veux faire quelque chose de vraiment pointu, tu as besoin d'avoir du monde derrière toi, tu as besoin d'avoir des gens qui vont gérer de l'éclairage ou qui vont gérer plein de choses. Oui, mais ça me dérange pas, parce que pendant 20 ans, dans mon ancien Ouais. métier, je gérais T'étais dans des les équipes de équipes. 10 ou 12 personnes, donc c'était pas... On travaillait en équipe. Alors j'ai dit je gérais, mais en fait, c'était ma définition de poste, mais on était tous au même niveau, on mettait tous la main à la pâte et on se répartissait la tâche. C'est vrai que je servais de référent, mais voilà, c'est un travail d'équipe et ça me pose aucun problème. D'accord. Il y a des gens, je connais des gens qui sont stressés par le fait de se retrouver à plusieurs, mais pas moi. Vous le voyez pas, mais je lève la main. Moi, j'aime pas travailler en équipe. J'aime bien avoir quelqu'un qui me cadre, mais j'aime pas compter sur quelqu'un. C'est quelque ton client chose, qui te cadre. c'est mon client qui me cadre, mais alors un petit peu moins maintenant parce que maintenant j'ai dans mon entourage des gens en qui j'ai confiance, dont toi, dont Roland, dont on pourra reparler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai été brûlé en déléguant du travail, en montant des équipes. J'ai été brûlé très fort. J'ai été brûlé très fort 2 fois d'affilée la même année. Ça m'a Brûlé coûté, au sens figuré ou au sens propre? figuré, au sens figuré, où j'ai fait confiance à des gens à qui j'aurais pas dû faire confiance Mhm. et où effectivement ça s'est pas bien passé et où j'ai perdu un client concrètement à cause de ça parce que j'ai pas fait confiance à la bonne personne. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas aimer gérer des équipes. Maintenant, j'ai moins ce problème parce qu'encore une fois, je sais que si je te fais travailler toi, j'ai pas à m'inquiéter de ce qui va sortir de ça. Si je fais travailler Roland, c'est la même chose. Mais c'est vrai que pendant un temps, l'idée de déléguer et de faire confiance à quelqu'un, je l'ai enfouie bien en moi et je l'ai pas ressorti facilement parce que voilà, j'ai eu ce souci-là. Je comprends. On va passer à des petites questions un peu rapides, Allez, tac au tac. tac au tac. On va essayer. Qu'est-ce qui t'a amené à la photo? Le hasard. Ton premier appareil, c'était argentique ou numérique? Argentique, il y a 40 ans, un peu moins. Pentax P30 avec un moteur. À l'époque où Pentax faisait encore des appareils photo. Ouais. Je charrie, hein. Je Non, sais mais qu'ils t'as en font raison, encore, mais c'est plus. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont pas aussi. Encore que la série cassette pouvait être intéressante au moment où elle est sortie, mais honnêtement, non, Pentax P30 parce que c'était pas cher, parce que c'était sympathique. Et en fait, plus je réfléchis et plus je me dis qu'en fait j'en ai eu 2 en même temps. Mes parents étant séparés, j'ai eu aussi un Canon AE1. Mais je m'en servais moins souvent parce que je l'étais moins souvent chez mon père. Donc ouais, non, mon premier, c'était vraiment le premier sérieux, le Pentax P30. Qui c'est qui t'a appris la photo ou comment tu as appris la photo? Alors personne m'a appris la photo, du moins pas en face à face, pas en leçon. Je l'ai apprise dans des livres, honnêtement. Et mes premiers livres, ça a été Michael Freeman, qui était un technicien qui avait fait sortir des livres sur maîtriser la lumière, sur la composition. Je pense que c'est les 2 bouquins que j'ai le plus feuilletés. D'ailleurs, les pages, elles se décollaient. Enfin, c'était... Voilà. C'est vraiment les 2 premiers bouquins. Et j'ai continué, donc 20 ans plus tard, quand Internet est arrivé, à chercher des tutos. Je suis, pour tous les métiers que j'ai faits, assez autodidacte.
Qu'est-ce qui te plaît dans ta spécialité? J'ai pas d'humain à gérer aujourd'hui. Je parle de mon expérience donc de ces 8 dernières années. Euh, j'ai beaucoup de mal à diriger une personne en portrait. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi et pourtant j'essaye puisque photographier des chefs, quand je les connais, la barrière du contact est passée, mais quand je les connais pas, j'ai du mal. Donc, photographie culinaire ou la photographie événementielle sont deux sujets qui se rapprochent pour moi parce que j'ai pas l'humain à gérer. Je photographie ce qui se passe en événementiel, donc c'est l'instantané, et en culinaire, une carotte, c'est facile, je prends mes doigts, je la déplace, elle va pas me dire non, me touche pas s'il te plaît, enfin voilà quoi, il n'y a pas de problème de lien social si tu veux. On va continuer dans cette optique. Moment réel ou moment posé du coup? Réel, sans hésiter. Moment posé, je trouve ça tellement guindé. Même quand je faisais des photos de famille dans les soirées, quand j'étais ado, ça a toujours été posé. Je supportais pas quand les gens voyaient mon appareil photo et me regardaient. J'aime pas trop la technique, j'aime pas trop parler de la technique, j'aime Moi non pas trop plus. parler du matos, même si on peut en parler de temps en temps parce on est assez d'accord sur le choix de la marque tous les deux. Mais Putain, tu m'as encore copié. ouh, on va discuter de ça. Je crois qu'on était tous les deux Fuji avant de se connaître. Donc ta marque actuelle, c'est Fuji. Ma marque actuelle, c'est Fuji et j'ai vendu mon dernier Canon il y a 3 semaines. D'accord. Quel modèle? Les Fuji Le Fuji, ouais. X Pro 2, XT3. Zoom ou focal fixe? Les deux. Les deux parce que ça dépend de ce que je fais. En studio, focal fixe, il n'y a pas de photo. C'est quasi obligatoire. Et puis d'ailleurs, je suis tellement plus à l'aise avec ça. En événementiel ou en reportage, zoom. Je rebondis là-dessus. Moi, je me rends compte, je suis un peu les deux. J'ai commencé en zoom, je suis venu à la focale fixe, j'ai encore un zoom que je sors de temps en temps, j'allais dire par confort, mais en vrai, je pense que c'est plus par fainéantise. Est-ce que sur un reportage, quand tu es avec un zoom, t'as pas l'impression d'avoir plus de travail en post-production? Si, mais je sais aussi que j'en rate moins. Après, alors, quand j'ai commencé ado, tout le monde disait focal fixe, c'est tellement mieux, tu bouges autour de ton sujet. Enfin, des grands noms comme Kappa disaient ça parce que si t'es pas Zoom avec tes si pieds. ta photo est nulle, ouais, zoom avec tes pieds, t'es pas assez près, avance-toi. Oui, mais j'ai jamais compris ça. Puis j'ai toujours aimé ado découper mes photos, donc ça me dérange pas de recadrer. C'est vrai que ça prend du temps, mais il y a vraiment que ça qui me prend du temps aujourd'hui. Tu prends un zoom numérique, tu prends un appareil photo numérique avec plus de 20 millions de pixels, pour l'usage que tu en fais, même sur une feuille A4 ou sur un magazine, tu peux couper comme tu veux. Oui, ça te prend du temps. Tu prends chaque photo, tu les parcours toutes et tu perds peut-être une demi-journée à faire ça. Mais voilà, c'était une question d'habitude. Je pense que ce qui est important, c'est de choisir ce qui te plaît. D'être à l'aise. Ouais, complètement. Pour oublier la technique, pour pouvoir regarder ce qui se passe autour de toi. Est-ce que quand tu regardes tes photos, tu as l'impression d'avoir une distance focale particulière dans laquelle tu es plus à l'aise? C'est une excellente question. Je me suis jamais posé la question en fait. Mais oui, mais c'est pareil. J'ai des focales auxquelles je suis à l'aise en fonction de ce que je fais. Quand c'est du reportage, et que j'ai de la place autour de moi, je vais être entre 24 mm et 35. Donc en équivalent 35-50 si tu veux. Ah oui, on parle On est en en je suis en focal Fuji, Fuji, donc, donc en APS-C, donc il faut convertir x1.5. en full frame. Voilà, 25. donc si tu préfères que je parle en équivalent On va 24-36. parler plutôt en équivalent 24-36, ça Alors, fera une référence pour tout voilà. le monde. Alors en reportage, quand je suis sur du reportage et que j'ai un peu de recul derrière moi, j'adore le 35 mm. Franchement, c'est ce que je préfère. C'est le plus polyvalent pour moi. Et je peux mettre un 50 de temps en temps quand j'ai besoin de faire des photos un peu plus détaillées. Donc c'est pour ça que le zoom en 24-70, c'est celui que je sors 80% du temps. Après, quand je manque d'espace, j'ai un 16-35. Et là, celui-là, il va du 16 au 35 tout le temps. Et en studio, c'est 80. Toujours. C'est le macro. C'est le 100 macro si tu veux chez Canon. Voilà, c'est 80, 110. Enfin, et toujours avec le rapport 1-1. Parce que j'adore rentrer dans la matière. J'ai même une optique qui est une optique assez spéciale. Je dois être un des fous furieux à avoir ça. On n'est pas très nombreux.
C'est le MPE 65 de Canon, qui est en fait une optique macro, qui n'a pas de distance de mise au point et qui fait x1 à x5. Donc, là, on est vraiment dans le détail. Tu me l'avais fait essayer une fois, non, celle-là ? Ouais, tu l'as essayé une fois avec la monture Fuji. C'est un truc qui est fantastique, mais il faut être fêlé pour l'utiliser. Sur un X-Pro 2 en plus à l'époque où je connaissais pas du tout l'appareil. Je me rappelle de ça, c'était sur un salon de la photo à l'époque où on avait un stand. Ouais, je me souviens, on avait fait ça, c'était il y a 2 ans, 3 ans 2 ans, il me semble. 2 ans, je l'avais ramené. On s'était amusé à le comparer avec le GFX 50 et son 120 macro. Ça devait être l'année où on s'était amusé à faire des portraits hollywoodiens en noir et blanc avec un Polaroid. Ouais, le Polarcourt. Exactement, souviens, le Polarcourt. C'était très très drôle. On avait fait cette espèce d'animation avec un petit peu de matériel. On avait 2 flashs qui coûtaient 60 € pièce. C'est ça. Je crois que David, qui tenait le stand, avait oublié de prendre les fixations des modeleurs. Donc on avait tout fait tenir avec des bouts de scotch. Ouais, on avait recréé. J'avais ramené le gaffeur, j'avais ramené ma carte de visite qui permettait de faire le déclencheur des flashs en mode esclave avec le flash du Polaroid. Exactement. Et ça on avait tout fait tenir avec des bouts de gaffeur. D'ailleurs, elles sont encore sur internet sur ma page. Elles sont très très drôles. On donnera toutes les coordonnées après, mais c'est vrai que si vous voulez vous marrer un bon coup, on avait quand même réussi avec 3 fois rien à recréer des portraits qui honnêtement avaient de la gueule. Ouais. Et je me souviens même, je t'interromps, je me souviens même que les mecs de Polaroid qui étaient juste en face de notre stand, ils étaient venus regarder ce qu'on avait fait parce que ça les avait fait tellement marrer. D'ailleurs, je crois que c'est un peu ce qui a fait qu'on est devenus copains. Ouais. Ce jour-là, ouais. Ce jour-là et cette photo-là en particulier, puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va vous raconter l'histoire. Cyril fait ses photos Polaroid, les poste sur son Instagram. Et 3 minutes après, je reçois un coup de téléphone, un SMS de ma copine qui me dit « Mais tu connais Julien ?» Bah non. Enfin, maintenant si, mais non. Et en fait... Vous avez bossé ensemble il y a 4 ans avant. La copine de Cyril, qui est une vieille copine à moi, avec qui on a effectivement travaillé ensemble quelques années avant, à l'époque où je prenais tout en photo. Je faisais du packshot. On avait fait toute une collection de vêtements de bébé. D'ailleurs, tu l'avais fait perdre 15 kilos là, ce jour-là. Ah, c'était, mais je crois que c'est un de mes pires souvenirs. On va parler de ça. Je crois que c'est un des pires souvenirs de ma vie, c'est cette période où je prenais tout, où je faisais des packshots. Et on pourra en reparler après, mais je me suis retrouvé à faire des photos de lunettes de soleil roses où il fallait respecter la couleur. À l'époque, je ne savais pas du tout faire ça. C'est comme ça que j'ai appris à respecter, à rendre les couleurs fidèlement sur une photo. Ah, c'est dur. C'est une longue histoire, mais c'était la pire période de ma vie, en même temps la plus formatrice, je pense. Ouais, c'est sur le tas qu'on apprend le plus vite, mais c'était très drôle, comme quoi le monde est petit, quoi. Mais c'était vraiment rigolo, et c'est vrai que du coup, ça nous a amené à discuter. Il y a une vraie amitié qui est née de ça. On fait plein de conneries ensemble aujourd'hui, il faut le dire. Une fois par mois au moins. Travaille au moins une fois par mois. On a une petite sortie avec une bande de potes de street photographie où effectivement on s'amuse bien. Ouais, mais qui est finalement assez formatrice. Je trouve qu'on se passe beaucoup de choses. Et c'est un de mes... une partie de ma philosophie, et c'est la raison de ce podcast aussi beaucoup, c'est que finalement quand on parle entre photographes, il faut avoir des amis dans son domaine, et quand on parle entre photographes, je trouve qu'on progresse énormément. C'est assez incroyable la différence que ces quelques sorties, parce que ça fait pas très longtemps qu'on fait ces sorties-là, ça fait quoi, 6 mois ? Ouais, à peu près. Que ces quelques sorties ont amené dans ma façon de faire des photos. Ouais. Après, si tu veux qu'on discute de discussion entre photographes, j'ai jamais discuté technique avec un photographe. Parce que d'abord, ça m'intéresse pas. Je fais pas le concours de celui qui a la plus grosse. C'est tous les photographes qui me disent « Ah, t'as vu, j'ai un 80-300, j'ai un 10-600, enfin n'importe quoi. » J'en ai rien à foutre, le mec, il reste pas 5 minutes dans mes amis, quoi. Je vais pousser ça un petit peu plus loin. La seule fois où j'ai discuté technique et matos avec un photographe, je l'ai engagé et je me suis brûlé. Ouais. Donc j'ai un article sur mon blog qui est ça, la différence entre le bon photographe et le mauvais photographe. La photo, t'as trop regardé les inconnus, toi. Exactement, mais la photo, c'est justement les inconnus, le truc. Et l'article commence par le bon photographe, il voit son sujet, il met son appareil au visage et il shoot. Et le mauvais photographe, il voit son sujet, il met son appareil au visage et il shoot. Mais c'est un mauvais photographe. Mais la réalité, c'est que le bon photographe, il va te parler de photos. Il va te parler de cadrage, il va te parler de composition, il va te parler de lumière, il va te parler de choses comme ça. Il va t'expliquer pourquoi telle photo a été faite de telle manière et pourquoi tel angle sur la photo, telle géométrie est faite.
Et le mauvais photographe, il va t'expliquer qu'il a le plus gros Canon à 6000 balles, que toi, t'es une merde parce que t'as du Fuji. C'est ce qui m'est arrivé. Il y a des clients qui me disent ça aussi. J'ai jamais eu le problème avec un client. J'ai eu le problème qu'avec des photographes qui me disent mais pourquoi attends, t'as pas un énorme appareil? Oui, mais moi je fais du reportage, je voyage léger au moins 2 fois par mois. Donc entre trimballer une valise à roulettes et trimballer un sac à dos pour transporter, j'allais dire la même chose, mais en vrai avec le sac à dos j'ai plus de matos c'est clair. qu'avec la valise à roulettes. Finalement, je suis pas plus mal avec mes petits appareils qui sont en APS-C. Ouais, t'as moins de profondeur de champ. Je fais du reportage encore une fois. Oui, enfin, t'as moins Attention, de. Pardon. On peut parler technique, si tu veux. Mais... Pardon, t'as moins de bokeh. Voilà. Donc t'as plus de profondeur de champ, mais voilà, on s'est compris. En reportage, encore une fois, avoir plus de profondeur de champ, c'est une bonne chose. Ouais. Parce que finalement, il y a sûrement une dimension artistique à respecter, mais tu as quand même besoin de plus de précision et de plus de détails dans tes photos sur du reportage. Ouais, parce que surtout, moi, dans mes reportages gastronomiques, je suis surtout en proxy photo. Donc en proxy photo, tu as besoin de profondeur de champ. Donc c'est pour ça que moi, la PSC, ça m'a toujours plu. D'ailleurs, quand j'étais chez Canon, j'ai commencé avec un 7D. Et un 7D, c'est le même rapport qu'un Fuji aujourd'hui. Donc... On a tous commencé avec cette génération d'appareils-là, de toute façon. On a tous commencé en APS-C, je pense. Quoi qu'il arrive, je connais personne qui a démarré tout de suite au 5D, ou alors il fallait vraiment avoir beaucoup d'argent à dépenser dans son appareil. Il y avait ça. Moi, je connais qui ont commencé au moyen format et à la chambre, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais aussi. C'est un autre débat. Mais ouais, non, t'as tout à fait raison sur le principe que... Mais si je peux développer ce que tu viens de dire à propos de ceux qui parlent technique et de ceux qui parlent cadrage, je pense qu'il y a une progression dans la photographie, et ceux qui parlent technique, ils n'ont pas encore passé l'étape d'après. Alors après, c'est peut-être une question d'expérience, c'est peut-être une question de mentalité, je sais pas te dire. Mais en tout cas, ce qui est important, et c'est comme ça que j'avais appris la photo, moi, mon objectif, c'était effectivement de m'affranchir de la technique. Parce que c'est comme ça que je l'ai lu quand j'avais 10 ans, et que finalement, avec l'expérience, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, tu connais la technique pour aller au-delà. Et quand tu arrives à t'affranchir de cette technique, tu peux photographier avec n'importe quoi. Ce qui compte, c'est ce que tu vois, et ce qui compte surtout, c'est ce que le client va voir, en fait, ce que tu vas lui donner. Alors ça contrarie la photo artistique, si tu veux, mais parce que la photographie artistique, tu fais ça parce que tu as envie de te faire plaisir et que tu n'as pas forcément un client derrière. Tu l'as fait pour toi. Tu l'as fait pour toi, mais quand tu as un client derrière, il faut que tu arrives à réagir assez vite. Et si tu dois réagir vite, il ne faut pas que tu sois bloqué par putain, quelle ouverture je vais mettre, comment fonctionne la vitesse, la bague des vitesses, etc. Il ne faut pas que tu sois emmerdé par ton appareil photo. Ça, et donc tous ceux qui parlent technique, ils n'ont pas encore passé cette étape-là. Ouais. Tu apprends la technique ils sont trop pour geeks, l'oublier. En fait, quelque part. On en est tous là. Il faut apprendre la technique à un moment, de toute façon. Je connais quelques personnes qui ont toujours plus ou moins passé outre la technique, mais qui, à un moment, se retrouvent coincés par ça. J'ai eu une photographe une fois qui m'a fait tout un album. Elle était dans une tente blanche, donc dans une gigantesque softbox, en plein soleil. Et elle a réussi à me faire tout un album à f1.4 et 1/4 millième de seconde. Ce qui est une aberration totale. Pour du packshot surtout. Non, c'était pas du packshot. Non, c'était pas du packshot. C'était un reportage sous une tente blanche en plein cagnard. D'accord. Donc elle était dans une softbox techniquement. Donc ça manquait pas de lumière. La lumière était douce. Il y avait aucune raison d'être ouvert comme elle était ouverte. Mais comme elle avait cette limitation technique, et je pense qu'une des choses où tu vois le plus les limitations techniques des gens, c'est les gens qui vont dans les extrêmes, qui sont tout le temps à f1.4 avec leur optique. Désolé Sébastien, on pense pas à toi. Ah oui, je vois de qui tu parles, mais c'est pas grave. Peut-être un jour il sera là, on va savoir. Pourquoi pas. On peut on fera que tu te déplaces à Lyon, mais pourquoi pas. On fera par téléphone. mais je pense que c'est un des révélateurs les plus flagrants de ça. C'est de cette absence de technique, c'est d'être tout le temps dans les extrêmes, de ne savoir pas faire de photos autrement qu'à f1.4 ou à f16. Je suis d'accord avec toi. Mais ça... Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour s'affranchir de la technique, il ne faut pas l'ignorer. Bien au contraire, ça demande faut la connaître. Une expérience. Il faut l'apprendre, longue, il faut l'apprendre. L'intégrer. Tout à fait. Et ne plus y penser. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu viens de dire, en culinaire, il y a eu une période, début des années 2000, enfin entre 2000 et 2010, qui heureusement aujourd'hui est terminée, où tout le monde était à pleine ouverture. Et les 100 macros de Canon à ouverture de 8, utilisés à 50 cm,
Tu vois pas grand-chose de ton plat. Mais en fait, non seulement tu vois pas grand-chose de ton plat, mais la bande de netteté est parfois même tellement ténue que tu la vois même pas. C'est-à-dire que tu as l'impression que ta photo est totalement floue. J'ai quelques images en tête, et ça me fait très mal aux yeux. Moi, quand j'ai appris donc, les cours de composition, j'ai appris que l'œil se posait sur les zones de netteté. Et le flou, il détestait ça, il se raccrochait. Se raccrocher, c'est ce qu'il a besoin pour analyser la photo. Si tu n'as nulle part de net où te raccrocher, bah ton œil il se balade dans la photo balade sans arrêt. Et ça te fait mal au crâne quelque part. Donc, voilà. Et du coup, tu saisis pas le message de la photo. Exactement. C'est bien pour une question au tac au tac, elle était bien longue celle-là. Ouais, on va essayer d'être un peu plus efficace. Lumière naturelle ou flash? Bah, pareil, les deux. En reportage naturel, parce que j'ai pas le choix. Et en studio flash. Alors maintenant j'ai trouvé une combine, et grâce à toi d'ailleurs, j'ai ma petite valise qui me permet d'envoyer mes flashs même en reportage, donc j'ai plutôt tendance à redevenir en lumière flash. Je les sors que dans certains cas, mais je suis tellement attaché à l'ambiance lumineuse quand je fais mes photos de ce qui se passe autour de moi que j'aime modifier au minimum. Donc la lumière je vais pas l'ajouter, sauf s'il y a vraiment un coin très très sombre. Ouais. Quelque chose à faire ressortir. Je vais toujours faire rentrer de la lumière naturelle dans toutes mes photos. J'ai un exemple très concret en tête. J'ai participé au concours des meilleurs ouvriers de France il y a 2 ans, et il y avait un sujet de faire un portrait dans une usine. Un portrait de soudeur. Tu devais faire un soudeur qui te regarde, l'autre qui travaille derrière, dans l'ambiance d'atelier. Et ben, même là où j'ai sorti 4 flashs, j'ai quand même laissé. Il y avait une fenêtre à côté qui a éclairé. En plus, cette fenêtre, elle donnait sur une forêt, donc il y avait l'arc bleu et la forêt verte qui allaient ensemble. Et je l'ai laissé rentrer exprès pour que ça éclaire la partie arrière et pas ma lumière. Donc dans lumière naturelle, 80% du temps. Elle est toujours là. Toujours. Même s'il y a un flash. Toujours. On va encore faire une réponse longue peut-être, ou une discussion sur une question qui est censée être rapide. Moi j'ai été longtemps flash à 100%. Je mettais du flash partout, sans arrêt. J'ai eu une période où je suis parti dans le sens inverse, qui coïncide d'ailleurs avec la période où j'ai découvert les focales fixes, parce que tu avais moins besoin de ça. Ça ouvrait plus à l'époque. Hein. Et surtout aujourd'hui, les zooms ouverts à moins de 4, ça n'existait pas. Et là aujourd'hui, je reviens vers le flash très différemment. C'est-à-dire que j'aime plus le flash sur l'appareil photo. Je le fais encore parce que des fois, tu as besoin, tu es sur des événements entreprises. Ouais, mais tu utilises pas en direct, tu mets le plafond. Tu mets le plafond, tu le fais jamais droit devant toi, évidemment. Mais j'aime plus cette esthétique de lumière plate qui est assez demandée par les clients, bizarrement, parce qu'ils veulent un truc pour eux où tu vois tout. Et les zones d'ombre, ça leur plaît pas. Et de plus en plus, en fait, j'ai tendance à mettre le flash au bout d'une perche et à l'orienter un peu différemment pour avoir une lumière qui vient d'un côté quand même. Donc, clairement. Ouais. Moi, j'ai une connaissance photographe qui fait ça. Lui, il a carrément mis la perche en sac à dos. Et il se balade avec son flash déporté à 30 degrés autour de lui, là-haut. Alors, moi, je l'ai à la main. Avec un réflecteur. Il l'avait à la main au début, puis quand il a trouvé la fonction sac à dos, il se balade comme ça. Il le tenait à la main, et puis maintenant, il est en sac à dos. Mais en fait, c'est pratique parce que ça sert aussi de guide pour touristes étrangers. Ouais. Comme ça, tu le repères à 300 km. Tu peux le repérer tout de suite. Il est là. Mais j'ai entendu... alors, c'est pareil, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps avec un photographe américain qui s'appelle Tyler Wirken. Tu as peut-être déjà entendu parler. Qui est... franchement, un des photographes les plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est une des discussions les plus intéressantes que j'ai eues dans ce domaine-là. Il n'est pas francophone, donc malheureusement, je ne l'aurai pas facilement sur le podcast. Peut-être si je trouve quelqu'un qui peut traduire à la volée, on essaiera d'organiser ça. Mais voilà, c'est... Et ce type-là m'a raconté, il ne le fait plus maintenant parce qu'il a perdu cette assistante-là qui était très douée pour ça. Lui, il avait carrément une assistante qui se baladait avec le flash au bout d'une perche et qui allait à l'opposé de lui ou qui se mettait dans différents endroits pour créer une lumière très différente. J'ai vu ce que ça donnait quand c'est bien fait, quand tu as quelqu'un qui sait se synchroniser avec toi, qui arrive à lire à peu près dans tes pensées, ce qui n'est pas si simple que ça à trouver. Je pense que tu peux avoir des résultats absolument extraordinaires. C'est ce que j'essaie de retrouver un petit peu avec ma perche, même si c'est pas aussi simple que ça. Mais de plus en plus, j'ai tendance à justement m'éloigner, à garder le flash, mais à perdre ce côté plat de la lumière du flash qui vient de juste au-dessus de l'appareil. C'est clair, mais bon, après, quand tu fais... j'imagine que quand tu fais un événement en soirée ou des choses un peu rapides, tu as besoin
ou de figer ou de faire des choses comme ça. Ton T'es client, il obligé, comprend pas ouais. le côté artistique. Des mecs qui dansent en soirée, enfin, je sais que c'est ce que tu fais de temps en temps, des mecs qui dansent en soirée avec un mouvement de flou, ils en ont rien à foutre. Et c'est même pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est qu'ils te repèrent d'autant plus que tu fais ça, et que du coup, ça peut influer trop sur ta photo et Mhm. poser d'autres problèmes. Donc effectivement, des fois, t'as pas le choix, t'es obligé de fonctionner comme ça. Mais voilà, j'essaie quand même de sortir un petit peu Je comprends. de ce schéma-là pur de l'appareil photo avec le flash au-dessus. Est-ce que tu as des photographes préférés? C'est très compliqué de répondre à cette question parce que, en fait, j'ai pas cette culture, j'ai pas fait d'école de photographie, on m'a pas enseigné l'histoire de la photographie, donc j'ai forcément fureté ici et là et je me sens pas, comment dire, je me sens pas légitime à répondre. Voilà, moi je fais mes photos, et je constate que c'est cette personne-là. Je te demande Tous pas les- si tu retrouves tes photos chez quelqu'un, je te demande plus si Non, tu as non, des gens que tu admires en fait. tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, c'est des gens qui te parleront pas. Les gens que j'admire, c'est des gens qui sont pas connus. Euh, une personne qui m'a beaucoup inspiré, dont j'aime beaucoup l'univers, c'est la première photographe que j'ai rencontrée, photographe culinaire que j'ai rencontrée. Elle s'appelle Émilie Gentil. Euh, c'est quelqu'un qui a un univers qui est euh, qui me parle. Voilà. J'essaye pas de l'imiter parce qu'on ne peut pas imiter quelqu'un. Après, en dehors de la photographie culinaire, Mathieu Pujol, que tu connais pas non plus, mais qui est un photographe de voyage qui a du talent, que je trouve a plus de talent que des gens comme Vincent Munier ou des personnes plus médiatiques, mais pas dans le même univers. Enfin, il n'est pas en concurrence avec eux, mais il est un photographe animalier et j'adore le personnage et j'adore ses photos. Mais les photographes que j'admire, c'est toujours ceux que j'ai rencontrés. Aujourd'hui, ça me parle plus que des gens sur papier glacé. Bon, après, il y a des photos ultra connues, je vais pas rentrer dans les clichés, mais euh, le baiser de Douaneau, machin, ça c'est des photos qui sont ultra connues, mais c'est pas des photos qui m'inspirent tous les jours. D'accord. Donc si je te demande si tu as un livre photo préféré, Non, t'as pas. non, pas spécialement, c'est plutôt... Je vais être très ponctuel. Tu m'as fait découvrir Lee Jeffries. Euh, C'est pas moi. Ah bah, je reprends. Quelqu'un t'a fait découvrir Lee Jeffries, mais Quelqu'un c'est pas m'a moi. fait découvrir Lee Jeffries. J'adore ses portraits, j'adore son rendu. Voilà, mais toutes ces photos, je les connais pas. J'en connais D'accord. quelques-unes, et c'est un instant T au moment où ça se présente. Et voilà, et j'essaie de créer des ponts avec lui, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ça m'inspire plus que ce que je faisais avant. On évolue tous les jours, quoi. Mais te dire, voilà, je veux absolument faire des photos comme ça. Si, il y a un autre photographe qui me vient à l'esprit, qui s'appelle Franck Hamel, qui est un jeune. J'ai 48 ans, il en a 30, mais bon, voilà, donc... et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Et puis voilà. Je crois que c'est tout pour cette... Pour cette question. C'était Ouais. plus rapide que tout à l'heure, je crois qu'on fait des progrès. Ah ouais, bah, continuons alors. C'est quoi tes sources d'inspiration? C'est un peu la même question, mais Ouais, d'un mais, point de je vue sais pas. plus large. Mes sources d'inspiration, c'est essentiellement les magazines, qui sont potentiellement mes clients. Ouais, c'est essentiellement les magazines. Il y en a un qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, c'est 180 degrés. Que les magazines, enfin que les fans de food vont connaître, parce que ça fait maintenant 8 ou 10 ans qu'il existe et que je suis abonné depuis le numéro 1. On en est au numéro 18, donc il sort tous les 2 mois ou tous les mois, enfin au début c'était tous les 4 mois, maintenant c'est tous les 2 mois. Et il a su se renouveler plusieurs fois. Après, quand je faisais de la formation photo culinaire, bon, on a un peu arrêté la formation, mais du moins je communique moins dessus. Mais j'avais beaucoup de Turias Magazine et de YAM depuis le début. Ça donne un panel d'une trentaine d'années de la photographie culinaire et je trouve que c'est très intéressant de mettre en perspective ça. Donc voilà ce qui m'inspire sur ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Mais c'est très rigolo de voir, tu prends un Turias Magazine des années 80-90 où tu vois les photos des portraits de chasse et des machins super chargés, luxuriants, absolument immondes, où tu vois même pas ce que tu dois manger à l'intérieur. Mais à l'époque, ça plaisait beaucoup. Puis tu vois les années 90 qui sont passées par là, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de miroirs. Les années 2000 où c'est devenu très très sobre et très épuré. 2010, on a avec YAM la photo du dessus qui est devenue ce qu'on voyait tout le temps. Et on revient avec, grâce à 180 ou à d'autres, à des photos qui sont beaucoup plus des photos mates, très contrastées, tout en ayant peu de contraste en fait en soi, très dures,
parce que les temps sont très durs en fait pour tout le monde. Je pense que c'est ça l'univers, et voilà, c'est ça qui m'inspire. Je prends le magazine 180 degrés, il y a des reportages et il y a des photos studio culinaires, donc il y a les deux. Et comme c'est mes deux domaines d'activité principaux, je trouve l'inspiration là-dedans. Ou du moins, je regarde ce qui se fait, même si c'est pas mon univers. Moi, je reste dans la lumière, donc je suis très inspiré par la lumière, donc des photos noir et blanc ou des photos très peu saturées, c'est pas ce que je fais. Et puis je pars du principe que chaque photographe a son œil. Donc il est choisi par son œil. Donc voilà, ça m'inspire tout en me donnant des limites de là où je peux aller, et ça sera jamais ou très rarement des photos comme le font les photographes de 180 degrés. Mais ouais, donc j'ai pas d'autres sources d'inspiration. Ça reste très food. Ce qui se fait en musique, comme de toute façon dans les concerts, on a le droit de garder 2 ou 3 chansons maximum au début et qu'on doit être devant et qu'on n'a pas d'autre solution. On n'est jamais backstage, donc voilà, tout le monde fait la même photo, donc il n'y a aucun intérêt de s'inspirer de ça. C'est très joli. Voilà. Ça dépend tellement de ce que tu as en face de toi. Ça dépend de l'artiste que tu as en face de toi, ça dépend surtout de l'ingénieur lumière que tu as en face de toi. Tu as très peu de contrôle en réalité sur la photo. Tu as zéro contrôle. Tu as zéro contrôle sur les concerts parce que tu peux pas voir ce qui s'est passé avant, tu sais pas ce qui a été mis en place, tu le découvres à l'instant T, donc c'est instinctif. Et puis tu es parqué dans un endroit où tu n'as pas le droit de sortir. C'est ça. Donc moi, jouer avec la lumière, ça va très bien. Quand j'ai fait des scènes de la fête de la musique, du Ricard Live Music par exemple, où là, tu as pléthore de musique, tu as de la fumée, tu as de la brume. Tu peux faire des belles ambiances lumineuses, tu peux jouer avec la musique, avec la lumière et la musique. Quand tu fais des toutes petites salles, tu as souvent zéro lumière, zéro fumée, donc tu dois jouer avec des contre-jours, avec des choses comme ça, c'est très compliqué. Ça se retrouve dans le séminaire, souvent. C'est vrai ? Ouais, ça m'a toujours fait rire ce parallèle entre les photos de séminaire. Donc tu vas à l'étranger, ils font une présentation globale des produits, des nouveaux produits. Ils te font des keynotes pour toutes les équipes avec des keynotes et des machins comme ça. Et donc quand tu as de la chance et que c'est un gros événement, c'est dans une grande salle et il y a du budget et il y a de la lumière et c'est bien fait, tu as une belle face qui arrive bien sur ton speaker et tout est nickel et tout est beau et tu as vraiment des beaux jeux de lumière et tu peux faire des trucs sympas avec. Et quand t'as pas de chance ou que c'est petit, c'est une petite salle, il y a 5 tables, ils sont 6 autour de chaque table, il y a 0 budget, t'es dans une chambre, c'est pas une chambre d'hôtel, c'est une salle de réunion d'hôtel qui fait 60-70 mètres carrés avec une belle moquette grise, des beaux murs blancs et un beamer avec un écran qui descend du plafond, donc c'est le décor super sexy dans toute sa splendeur. Et le bureau à cajou qui va bien avec le reste. Exactement, et t'as pas de face, donc la face pour ceux qui savent pas, c'est la lumière qui va sur la personne qui parle, t'as rien. Comme il y a le beamer qui est merdique parce que c'est un beamer pas cher fait pour les salles de réunion, on est obligé de baisser la lumière, donc tu vois rien. Et là, tu as 2 options. Soit tu fais avec ce que tu as et tes photos elles sont pas très très belles, soit tu rajoutes un peu de flash, un peu de lumière, ou tu triches un petit peu, ou tu te démerdes avec ton speaker pour avoir un peu de lumière au début, et après tu lui fous la paix, tu baisses la lumière pour avoir tes belles photos. Mais c'est quand même clairement, des compromis. Et c'est vrai que tu me parles de ça. Moi, je me vois là-dedans parce que j'ai l'impression, quand je fais du séminaire et quand j'ai un truc comme ça à photographier, d'être dans un concert. Alors, pas toujours le même, c'est pas toujours Michael Jackson au top de sa forme. Des fois, c'est un tout petit concert dans une toute petite salle où il n'y a rien. Mais voilà, je sais plus pourquoi je te disais ça. Bah c'est bien, j'ai perdu le fil. C'est très bien. Mais ça m'y a fait penser très très fort, et ça, à chaque fois je fais cette analogie-là. Ouais, chaque fois. C'est souvent ça, quoi. Donc ça, voilà, quand tu maîtrises pas ton environnement, c'est assez chiant de travailler dans ces conditions. En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté la photo de concert. Je le fais de temps en temps parce que dans des petites salles, j'aime bien quand c'est possible. Mais voilà, je préfère d'autres choses. D'accord. Dernière question rapide. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Écoute, j'ai pas de problème avec ça, mais la réponse est non. C'est ce que je te disais peut-être au tout début, je me souviens plus. Photographie culinaire, en fait, avec la médiatisation, on est de plus en plus nombreux sur ce sujet-là. Et les gens... Il y a un espèce de paradoxe où les clients potentiels ont de moins en moins d'argent parce qu'ils se rendent compte qu'il faut travailler de plus pour pouvoir... avoir une certaine connaissance ou n'ont pas le réseau, donc c'est un budget, la photographie de place, c'est un budget qui n'est pas forcément très élevé, mais quand tu as besoin de photographier ta carte ou quand tu as besoin de faire un portrait, plus ta salle, plus 2 ou 3 plats pour faire un reportage chez un client,
bah c'est une journée, d'un photographe avec le post-traitement et tout le reste. Donc, tu arrives assez rapidement à 4 chiffres. Et pardon, mais tu me fais pas des photos à 10 balles ou à 20 balles? Bah non, je fais pas ça. Donc, on est de plus en plus nombreux parce qu'on était attirés, photographes aussi, hein, comme les chefs, comme tout le monde, enfin, dans ce milieu-là. Et donc, on est très concurrentiel à Paris. J'essaie de plus en plus de sortir de Paris aujourd'hui, et je me rends compte que ça va un peu mieux, parce qu'il y a un manque de notoriété et un manque de médiatisation en dehors de Paris. Donc, Puis il y a beaucoup de chefs talentueux en dehors de Paris. Et les chefs talentueux, il y en a partout. Il y en a à Paris, il y en a ailleurs, et c'est le même talent, si tu veux. Il n'y a pas de différence là-dessus. C'est juste que les projecteurs, ils sont plus sur Paris, ce qui est le cas pour tout le monde. Moi, j'ai une autre théorie là-dessus, qui est que quand tu es en province, quand tu es en bord de mer, quand tu es plus proche de la forêt, tu as aussi accès à un autre type de produit qu'à Paris, qui peut-être fait que tu abordes la cuisine différemment et que justement, il y a des gens qui se développent différemment aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des chefs... j'aurais tendance même à dire que les chefs les plus talentueux ne sont pas forcément à Paris. Ils viennent peut-être à Paris après coup, parce que c'est là qu'il y a une clientèle pour eux. Mais si tu prends un Philippe Etchebest, qui est à Bordeaux, qui est certainement un des restaurants où j'ai le mieux mangé. Après, je suis pas un critique culinaire du tout, hein, mais j'ai beaucoup apprécié Philippe Etchebest. J'ai pas eu l'occasion d'aller chez Michel Saran. Je sais que toi, tu as fait des photos chez Michel Saran. Ouais, tout à fait. Ouais. Qui doit être assez extraordinaire aussi. C'était extraordinaire. Il y a des talents, effectivement. Mais alors, je suis d'accord avec ton dernier point, c'est-à-dire que les produits sont pas les mêmes. Chaque région a ses spécificités, mais aujourd'hui, tu as de plus en plus de fournisseurs qui sont capables de te produire les mêmes produits à Paris. Donc, il est clair que, par la force des choses, les restaurateurs de province vont être tentés d'ouvrir une antenne à Paris, mais en gardant leur antenne de province. Leur antenne de province. Maintenant, je pense que ce qui démarque un chef, c'est... Pas comme dans tous les métiers, c'est sa spécificité. C'est ce qui fait sa marque. Alors oui, en province, tu vas avoir un Jean Sulpice qui va beaucoup travailler les produits de la forêt. Dans sa forêt, il va trouver du sapin, donc tu vas avoir beaucoup de choses résineuses. Tu vas avoir Alexandre Couillon qui va beaucoup travailler les produits de la mer parce qu'il est au bord de mer, en Bretagne Nord, donc oui. Fatalement. Ça, c'est des spécificités qui sont assez naturelles. Et donc, eux vont être médiatisés parce que les gens ont commencé à en entendre parler, ou parce qu'ils font partie d'un réseau, oui. Mais t'as ça partout. Mais sorti de ces 2-3 noms que tu as cités, il y en a tout autant qu'on ne connaît pas. Donc c'est eux qui ont besoin d'être connus. Moi, j'ai 2 clients à Amiens, ils font 0 publicité, personne ne les connaît, ils sont tout le temps pleins, ils ont leur notoriété locale, ils ont des activités, mais puisque Paris les connaît pas, le reste de la France ne va pas les connaître. Et pourtant, c'est mes meilleurs clients. Parce que ils ont une cuisine vraie, juste, ils ont leur clientèle, et que comme ça fonctionne bien, eh ben, ils ont les moyens de payer des photos. D'accord. Et c'est ceux qui sont juste aux portes de la notoriété. Mais qu'ils n'ont pas forcément besoin d'y aller. Parce que aller à Paris, ça t'oblige à faire des trajets, ça t'oblige à avoir plus de dépenses, ça t'oblige à être plus... à te compliquer la vie. À te compliquer la vie, et donc à dépenser ton argent à autre chose. Et ton énergie. Et ton énergie. Du coup, ton restaurant peut en pâtir. C'est exactement l'idée. C'est tout à fait ça. Et donc, voilà. Mais je crois que le truc, il est plus là, en fait. Vouloir avoir une notoriété à tout prix, c'est juste un choix. Et à Paris, je pense qu'il y a un vrai mirage. Est-ce qu'il y aurait un parallèle, selon toi, entre ça et la photo ? Moi, je le vois, ce parallèle, mais dans un domaine qui n'est pas le même, parce que toi, tu es plus dans le côté culinaire. Moi, je suis plus dans le côté événementiel et mariage. Mm-hmm. Et justement, ce que tu viens de dire, moi, ça me fait penser à des gens que je vois dans le mariage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la manière dont fonctionne la photo de mariage, c'est un monde où tu as besoin de publicité. Mm-hmm. Tu as besoin d'être dans des annuaires. Il y a quelques annuaires spécialisés. Il y a même beaucoup d'annuaires spécialisés. Il y a beaucoup de concours photos spécialisés. Une des raisons pour lesquelles moi je fais du mariage, j'en fais pas autant que je voudrais. Il y a une raison pour ça, c'est que ton réseau immédiat est vite épuisé. Et donc tu dois trouver des clients hors de ton réseau immédiat. Ces clients, tu les trouves par ces annuaires, tu les trouves par ces sites spécialisés qui te vendent de la publicité, qui font ce qu'on appelle des awards. Donc tu participes à des concours où on te donne un prix si ta photo est jugée d'un certain niveau
par des professionnels de la profession. Et le problème de ça, c'est que c'est un travail à temps plein. Ouais, tout à fait. Je connais quelques photographes qui ont des awards à l'appel, qui font beaucoup de choses. Je ne suis pas certain qu'ils gagnent plus d'argent que moi. Je pense qu'ils y consacrent l'essentiel de leur énergie. Et finalement, ce parallèle avec ce que tu es en train d'expliquer par rapport au chef, où tu peux très bien être un photographe pas excessivement connu, mais bien gagner ta vie, ou être quelqu'un de très connu et pas forcément si bien gagner ta vie que ça par rapport au travail que tu fournis, peut être... Bah, dans mon milieu, je suis assez d'accord avec toi sur un point. Et ce point-là, c'est que j'ai commencé à avoir cette conversation il y a un peu plus d'1 an avec différents amis qui sont dans le même milieu que moi. Enfin, on est tous photographes culinaires, on se connaît, on se croise, on s'aime, on s'aime pas, ça peu importe. Mais ceux qui réussissent le plus aujourd'hui, ou du moins qui arrivent mieux à gagner leur vie, c'est ceux qui ont des agents. Et c'est ceux qui font le boulot de com à leur place, en fait. D'accord. Qui délèguent toute cette partie négociation, communication. Mais clairement, mais c'est par le fait qu'on peut pas... Dans mon optique, si tu veux t'affranchir d'un agent ou t'affranchir de quelqu'un qui fait ta communication, ça t'oblige à être bon en communication, donc être un commercial, bon en technique, donc être un ingénieur, avoir une sensibilité, donc être un artiste, ça t'oblige à avoir la compétence de tous les métiers, en fait. Soit tu es un surhomme, clairement, moi j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis pas commercial déjà à la base, donc c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et pour tous les photographes qui ont du talent, ou du moins dont l'œil est reconnu, ils sont tous plus ou moins artistes, plus ou moins techniciens, mais pas commerciaux. Et tous ceux qui réussissent ont un agent. Donc oui, ce travail de commerce, c'est pas donné à tout le monde, mais si tu es commercial, j'ai peur que tu n'aies pas de temps à consacrer à autre chose. C'est tout les journées ne font que 24 heures quelque part. Donc oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai dans tous les métiers. Tu regardes une boîte industrielle, moi comme je t'ai dit, j'étais consultant informatique, après j'étais salarié, après voilà, tu as des managers qui vont te vendre, toi, en tant qu'informaticien ou en tant qu'ingénieur. Toi, tu fais ton boulot d'ingénierie, et puis tu as des comptables, et puis tu as des gens qui vont gérer financièrement, placer l'argent que ça rapporte, etc. Tu peux pas faire les 4 à la fois. Tu peux pas être à la fois comptable, à la fois financier, à la fois commercial et à la fois ingénieur. C'est très compliqué. Moi, je viens d'un monde plus commercial, ma vie précédente, donc j'ai peut-être moins senti cette transition-là, parce que finalement, le plus important, c'est de se vendre avant le talent, parce que le talent, tu peux en avoir plus ou moins, mais tu vendras beaucoup plus facilement moins de talent si tu es bon commercial, ouais, tout à fait, qu'un talent fou en étant un commercial catastrophique. Et donc du coup, j'ai moins senti ça, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je m'en sors bien aujourd'hui, c'est parce que j'ai ce background commercial, que je sais parler à un client, que je sais aller chercher un client, que je sais lui prendre la main, que je sais comprendre ce qu'il veut, et que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, plus que le talent photographique en soi, même si c'est quelque chose que moi je valorise énormément parce que j'aime ça. Si tu regardes juste à côté de toi, j'ai des étagères pleines de livres photos. Moi, je lis tous les jours un livre photo et j'essaie de comprendre ce qu'il fait parce que je trouve ça extraordinaire de passer des messages par une image. Et là, je suis en train de regarder, je vois une série de livres de Harry Gruyaert. Ce mec est extraordinaire. Il prend des sujets qu'on pourrait appeler chiants parce que il prend une terrasse de café. Il prend une salle d'attente d'aéroport vide, il te raconte une histoire et je peux passer des heures devant une photo d'Harry Gruyaert à me dire mais c'est extraordinaire ce qu'il a fait avec rien. Ouais, je regarderai ça, je le prendrai dans ta bibliothèque tout à l'heure. Je te montrerai ça tout à l'heure, mais si vous ne connaissez pas, allez voir. Et donc je trouve ça très important le talent, mais c'est vrai que quand on crée sa société, on ne réalise pas à quel point, quand on crée une société de photographes, on ne réalise pas à quel point la photo va être une toute petite partie du travail. Mais c'est clair, c'est évident. Mais ça, c'est pas dans tous les métiers. En informatique, c'est pareil. C'est pareil pour tout le monde. Ah, c'est pareil pour tout le monde. Moi, je vais juste mettre un bémol, parce qu'en tant qu'ingénieur, quand j'étais consultant informatique, je devais savoir répondre aux besoins du client. Donc, analyser le besoin du client, ça, je sais faire. Mais toute la partie... contacter le client, démarchage, relancer le client. C'est pas naturel. Pour moi, c'est vraiment pas naturel. C'est très compliqué. Et je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur les photographes que j'admire. Je pense que j'ai pas cette
culture du livre photographique. Et donc, mais les personnes que j'admire, je te le disais, je reviens juste en arrière si tu m'autorises. Les personnes que j'admire en fait en photographie, c'est des personnes que je côtoie, soit par les réseaux sociaux, soit lorsque je les rencontre. Et il y a 2 autres photographes qui sont pas du tout dans mon domaine que j'admire aujourd'hui. Et il y en a un des 2, je sais que tu l'admires moins, du moins son travail. C'est un autre Julien, mais il y a Julien Apruzès et Malo. C'est 2 photographes que j'admire énormément pour leur travail, leur façon de travailler. Je t'interromps une seconde. Julien Apruzès, si tu écoutes ce podcast, je n'ai rien contre toi. Je suis très admiratif de la façon dont tu as développé ton business. C'est juste que c'est un type de photo qui me parle pas. C'est ça, mais c'est exactement ce que... Il y a des photos qui me parlent pas non plus. Ça ne remet rien en cause, parce que je sais qu'on a souvent cette discussion avec Cyril. Hein, donc les photos de Kappa ou de Dono me parlent pas. Voilà. Pourtant, tout le monde s'extasie dessus, mais moi, elle me parle pas. On peut se retrouver face à quelqu'un d'extrêmement talentueux et ne pas comprendre son travail. Ouais. C'est tout à fait possible. Et c'est même une très bonne chose, je pense. Je crois que la plus grande fierté de ma vie professionnelle, c'est ce moment où quelqu'un n'a pas aimé ce que j'ai fait. Parce que ça veut dire que tu n'es plus neutre. C'est ça. C'est exactement ça. Tu ne cherches pas à plaire à tout le monde. Alors, je vais juste mettre un bémol. Julien, si tu m'écoutes, ne m'en veux pas. J'aime ton travail, mais j'aime ton travail par tout ce que tu fais avant de prendre ta photo. Il y a des photos dans ton travail qui me plaisent pas. Il y en a qui me plaisent beaucoup. Mais c'est surtout la manière dont tu le prépares que j'admire énormément. Et pour Malo, c'est son résultat qui m'a amené à... Maintenant que ça fait 2 ans qu'on se croise sur les salons de la photo et qu'on discute régulièrement, son travail sur le mix entre l'animalité et l'aristocratie et l'espèce de alors, je peux pas dire de porno chic parce que c'est pas du tout vulgaire et on n'est pas du tout dans le porno chic, mais cette chose-là, j'admire ce travail-là. Voilà. Et puis les Jeffrey sur des portraits, mais c'est des choses que je ne ferai jamais et que je ne saurais jamais faire. Je le sais, c'est pas du tout dans ma nature. Voilà. Et c'est forcément des photographes modernes que j'admire. Voilà. C'est comme ça. Après, dans le montage vidéo, tu vas avoir un Nicolas Boutruche. Dans le montage photo, pardon, Nicolas Boutruche qui est, pour le coup, un fou furieux dans ses idées, de mon point de vue. Voilà. Il fait des montages photos qui sont extrêmement colorés sur la vie de tous les jours. Je connais 2 ou 3 de ses images qui sont magiques. Je vous inviterai à aller le voir sur son site. Il a gagné dans une catégorie les photographies de l'année il y a 2 ans. C'est une tente, enfin une caravane, pour être plus précis, avec des gens façon bidochon, mais qui sont dupliqués 10 fois. Et c'est un grand panoramique, magnifique, très vif, très coloré, et très sombre à la fois, et qui est génial, génialissime. Et puis voilà. Alors, si vous vous posez des questions sur les gens dont Cyril vient de parler, je ferai des recherches parce que je ne les connais pas tous non plus. Je mettrai des liens dans les show notes, dans les notes d'épisode. Ah oui, il y a un truc que je déteste, c'est les abréviations anglaises. Alors, comme ma culture podcast est essentiellement anglaise, j'ai tendance à utiliser ces abréviations-là, mais on va parler de notes d'épisode, donc je mettrai des liens vers toutes ces personnes-là dans les notes d'épisode pour que vous puissiez vous rendre compte et puis peut-être découvrir des choses aussi intéressantes. Allez savoir. Merci pour les questions rapides, qui n'ont pas été si rapides que ça finalement. J'espère qu'on n'a pas perdu la moitié de notre auditoire. On en est à 1 heure d'enregistrement déjà. On va parler un peu philosophie. On va parler de philosophie de 2 aspects. Ouais, alors j'ai eu 2 au bac en philo, alors la philosophie, on va être très simple. On va faire de la philosophie, pas au niveau de BHL, on va faire de la philosophie plus simple que ça. C'est quoi ta philosophie photo? C'est quoi ton état d'esprit quand tu prends ton appareil, que ce soit pour aller faire des photos pour toi ou pour aller faire des photos pour un client? Alors, quand il s'agit d'aller faire des photos pour moi, mon état d'esprit, c'est de me faire le vide dans ma tête. J'ai besoin de aller faire de la photo pour sortir, pour penser à autre chose et pour me concentrer sur ce que je vois. Ça m'arrive souvent en ce moment,
parce que j'ai plein d'idées dans ma tête et quand j'ai besoin de faire le vide, ça me permet je sors et je vais faire des photos. Là, il a plu aujourd'hui, je suis sûr que ce soir, j'irai faire quelques photos. On a le même réflexe là-dessus. Voilà, c'est un besoin de me faire le vide. Alors après, ça peut être n'importe quel sujet, je regarde ce qui s'est passé à l'instant T, mais quand j'ai besoin de faire ça, je sors. Ça, c'est un fait. Maintenant, quand c'est un client, je pense que ça vient du fait que j'ai besoin de lui faire plaisir. J'ai besoin de comprendre ce qu'il attend et de répondre à son besoin. Mais ça, c'est ma notion du service client, si tu veux. Ingénieur, quand tu es consultant, tu fais ça. Donc, c'est ce besoin-là. C'est vraiment une approche différente. Et j'essaye, avec la première photo, enfin, quand j'ai besoin de faire un shooting comme ça, d'analyser au plus son besoin. Alors, je fais toujours une réunion à l'avance, 1 ou 2 semaines ou 3 semaines à l'avance, histoire de voir quelle quantité de matériel il a besoin que j'amène, de comprendre sa philosophie, de comprendre le client, de discuter. C'est pas forcément d'ailleurs du shooting dont on va parler, mais j'ai besoin de comprendre la manière dont il fonctionne. Est-ce qu'il va être facile à diriger? Est-ce qu'il va être très compliqué dans ses idées? Est-ce qu'il fait déjà des photos à côté? Enfin, c'est ce genre de questions que je vais lui poser. Tu sais, il y a beaucoup de chefs qui font des photos avec leur smartphone et qui sont super contents de ce que ça fait. Donc quand tu arrives derrière et que tu arrives avec un autre œil, tu te demandes pourquoi il t'a choisi. Donc voilà, c'est le genre de questions que je vais lui poser. Ça, c'est ma philosophie. Et la première photo, c'est toujours la plus longue. On la construit ensemble. Et une fois qu'elle est construite, j'ai le cheminement et j'essaie de la reproduire pour d'autres, avec d'autres choses comme ça, avec d'autres settings ou le même setting. Après, ça dépend de ce qu'il m'a demandé de faire, le temps qu'on a consacré, etc. Mais je la construis par essais successifs et par étapes successives. J'y vais vraiment petit pas par petit pas. Je lui demande d'abord quelle est la lumière dont il a envie. Est-ce qu'il veut quelque chose de doux, de dur? Ensuite, je lui demande une fausse assiette, son truc. On regarde comment ça peut fonctionner avec 2-3 ingrédients. Et après, on attaque. Et on fait le plat. On fait le plat avec des produits qui tiennent. En général, je ne vais pas faire une mousse tout de suite. Je ne vais pas faire un espuma dans la première photo. C'est juste pas possible. Mais on construit le rendu. Voilà. Je ne fais jamais de post-traitement, par contre, sur cette première photo. Mais on le construit déjà à la grosse touche. Parce que ça te permet de gagner du temps après. Là, on ne parle pas du jour du shooting. C'est le jour du shooting, ça? C'est le jour du shooting, quand je construis la photo. Mais il y a eu toute la discussion. Tous les rendez-vous préparatoires à l'avance, ouais. Et donc voilà, j'essaie. Ma philosophie, c'est vraiment de cerner le besoin du client pour qu'à la première photo, il me dise « Ouais, ça c'est chouette ». Alors, elle n'est pas retouchée. Je sais que s'il commence à dire « Ça c'est chouette » tout de suite, il y aura l'effet waouh à la fin. Ouais, partir du bon pied. 3 fois sur 4. Partir du bon pied, exactement. C'est ça. Mais ça vient de ma formation, si tu veux. Donc voilà comment j'aborde la photographie, plaisir ou pro. Donc soit pour te vider la tête. Ouais, soit pour me vider la tête, soit pour avoir cette espèce de reconnaissance. C'est peut-être un besoin de reconnaissance, en fait. Mais cet effet waouh qui arrive souvent. Là, typiquement, hier, mon client m'a téléphoné, je lui avais livré les photos. Elle m'a téléphoné en disant « J'arrive pas à les télécharger ». Alors évidemment, faute de frappe... En informatique, on a une blague qui est le problème, c'est souvent entre la chaise et l'ordinateur. J'adore cette blague. Voilà, donc là c'était ça. Donc une fois qu'elle les a vues, elle m'a fait waouh. Alors moi j'étais au volant, couverture, machin. Ah ouais, elles sont chouettes quand même. Putain, je m'en étais pas rendu compte quand on les avait vues, quand on les avait faites, mais elles sont chouettes. Voilà. Mais quand tu les vois sur un grand écran, ça me fait la semaine, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est cool. C'est ça que tu cherches. Tu peux encaisser son chèque. Ouais, c'est ça que je cherche. Avant le chèque qui va avec. Ouais, clairement. Ouais. Mais c'est vrai qu'un client satisfait... Clairement, et je pense que c'est ce que je cherche et que j'ai plus de facilité à obtenir aujourd'hui que quand j'étais salarié. Oui, parce que quand tu es salarié, tu n'as pas ce retour direct. Je l'ai eu une fois sur 18 ans pendant 2 ans. Donc tu vois, ça fait très peu. Et c'était le meilleur moment de ma vie, ça, quand j'étais salarié. Et ouais. C'est un vrai rush, avec ses risques. Ouais, mais c'est ça qui fait que tu te remets en question. T'as ce petit côté d'adrénaline quand tu l'as au début. Putain, quand j'aborde un shooting pro, j'ai toujours 1 heure ou 2 heures avant un grand moment d'angoisse. Putain, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va matcher? Est-ce que j'ai bien préparé tout? Est-ce que j'ai rien oublié? C'est le moment d'attente. Ouais, c'est ça. Quand t'attends que ça commence, quand t'es sur le chemin, quand t'es arrivé, que tu sors ton matériel de la voiture. Et finalement, c'est pas si loin d'une pièce de théâtre ou d'une chose comme ça. T'arrives, tu te jettes à l'eau, à chaque fois. Et après, tu essaies d'analyser ce qui s'est passé. C'est pour moi le seul moyen de mémoriser ce qui s'est passé d'ailleurs. Cette adrénaline, ce truc-là. C'est vraiment un moment de rush. Et j'ai la chance qu'on me rappelle. Donc après, c'est que les gens, ça leur plaît, quoi. Qui sont contents. Moi, c'est un moment que je déteste, hein, cette attente.
Le jour du mariage où ça commence, la mariée elle commence à se préparer aux alentours de 13h Mhm. et tu te lèves tôt le matin. Moi j'ai 2 enfants jeunes donc je me lève très tôt le matin. Et après tu dois juste y aller et attendre. C'est un moment absolument terrible pour moi. Quand je suis Ouais. dans l'action, j'ai pas le temps de penser à ça. Mais ce moment où tu te dis est-ce que tout va bien se passer, où tu as le temps de te demander si tout va bien se passer, c'est Faut pas absolument... réfléchir. Ouais, C'est très compliqué la réflexion. C'est ça que j'essaye de fuir. Alors j'ai jamais fait de photo de mariage. Enfin si, c'est pas vrai. J'en ai fait 2 fois, mais 2 fois pour des amis. Donc je peux pas parler d'un mariage au sens classique du c'est terme. un début. On a tous Mais commencé comme ça. quand je me suis marié, j'ai choisi mon photographe par son regard. Et je pense que c'est que tout le monde devrait faire. Mais quand on se préparait, il est allé aux 2 endroits différents, puisqu'on était à 2 adresses séparées. Euh, il a quand même pris des photos, même s'il n'y avait aucun intérêt. Ouais. Il n'a pas attendu. Il s'est jeté dedans, il a regardé, il a fait des détails, il a fait des trucs autour. Et je pense que c'est cette attente et cette angoisse. Si tu commences à réfléchir, action. non. Faut tu fais, et puis tu construis au fur et à mesure. Donc dans le culinaire, c'est pareil. Dans ce photographe de mariage, qui est le seul que je connaisse, en fait, et j'ai trouvé cette approche super intéressante, en fait, de photographier quand même. De se dire, bon, après, je les prends pas, je m'en fous, mais voilà. 3 détails, des choses, c'était pas forcément toi, pendant que t'attends, pendant que t'es pas prêt, etc. Voilà, Moi, quoi. je vais tempérer ça parce que effectivement, j'aime bien être dans l'action, mais de plus en plus, je tends à réfléchir dans le sens où pendant longtemps, je faisais partie de ceux qui mitraillent. Je reviens toujours avec beaucoup de photos d'un mariage. Je reviens d'un mariage, je reviens avec 8000 photos. Je veux dire, c'est des quantités. T'es un grand malade. C'est astronomique. Les mecs que je connais, La seule fois que où je suis j'admire, font ça aussi. Ouais. Pendant longtemps, je me suis dit, c'est pas normal de faire autant de photos. C'est pas possible. Et en fait, j'ai eu des discussions avec différents photographes de mariage, dont le fameux Tyler Wirken, avec qui j'ai fait cette formation, qui lui revient avec peu ou prou la même chose. Donc, c'est que ça existe. Et j'ai eu une conversation avec un photographe qui a fait le mariage de mon beau-frère. Désolé, Michael, si tu m'écoutes, mais bon, je pense qu'on est assez d'accord sur la qualité de ce qu'il t'a rendu. Où souvent, quand je suis dans un mariage, je vais dire bonjour, et puis voilà, c'est sans être archi connu. J'ai quand même quelques photos qui sont un petit peu connues dans le milieu, et donc des fois, les gens connaissent mon nom. Et en discutant avec ce mec-là, il me fait oh là là, j'ai plein de photos à trier. J'ai 8000 photos à trier, j'ai 10 mariages en retard. Et j'ai regardé comme ça, j'ai fait, ben, moi, c'est un mariage. J'ai dit 800 photos par mariage. Peut-être 8000 photos pour un mariage, c'est beaucoup trop. Mais 800 photos pour un mariage, c'est vraiment pas assez pour moi. Il y a Ça un dépend vrai... si le mariage a duré une demi-heure. Oui, non, là, les mariages, ils duraient pas une demi-heure. C'est des mariages juifs, donc avec tout ce que ça implique de logistique, de monde et de trucs. Je pense que 800 photos, tu as l'équivalent de 2 photos par invité, ce qui fait quand même peu. Voilà, je trouvais ça un peu... Puis bon, je te dis, le fait d'avoir des photographes qui font beaucoup de volume, des grands photographes qui font beaucoup de volume, me conforte là-dedans. La différence entre ce que eux font et ce que moi je faisais à l'époque, ce que je ne fais plus aujourd'hui, moi j'avais tendance à faire des photos tout le temps. Les mariés montent les escaliers, je fais des photos. Les mariés marchent dans la rue, je fais des photos. Les mariés sont devant moi et marchent de dos, je fais des photos. Je fais plus ça aujourd'hui. Par contre, je fais énormément de photos avec des décalages très légers. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre une très bonne photo de mariage et une photo correcte de mariage, c'est les petits détails. Tu es en train de faire les préparatifs. Tu te mets dans un angle, il y a un petit détecteur de fumée qui est sur le mur. Tu vois ce détecteur de fumée ou tu le vois pas. Ça fait toute la différence entre la photo parce que c'est un élément qui attire le regard derrière toi. Et quand tu es sur un reportage, tu n'as pas toujours le loisir de réfléchir à ça. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ces photos avec un petit décalage. Donc je fais une, je me décale un petit peu, je refais une, je me mets un peu plus bas, je me mets un peu plus haut. Donc je vais faire la même photo avec plusieurs variantes. Parce que, les gens bougent, donc tu n'as pas toujours le cadrage que tu aurais voulu avoir. C'est-à-dire que tu te mets de manière à ne pas voir ce petit détecteur de fumée. Et elle va bouger insensiblement, mais juste assez pour que le bout il dépasse de sa tête. Ça fait pas une photo propre. Donc c'est vrai que j'ai tendance, parce que j'ai pas ce loisir de contrôler chaque photo à chaque fois, d'en faire 5. Tu bouges, ouais. Je bouge, j'en fais 5, je refais des variantes. Et puis sur les 5 ou 10 que j'ai faites, il y en aura une qui va rester. Et voilà, donc je fais 8000 photos, je rends pas 8000, je rends
Mais entre 5 et 800. Ça, c'est valable partout, en fait. Dans la photo culinaire, moi, je me souviens la première fois quand j'ai rencontré Émilie Gentil la première fois, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « change ton point de vue ». Ce qui est vrai. Voilà, tu changes ton point de vue. Donc, 90% des photos culinaires, aujourd'hui, elles sont prises à la première personne en vue subjective. Mais ce qui marche, c'est pas ça. Et c'était vrai à l'époque, c'est toujours vrai aujourd'hui. Regarde pourquoi YAM a eu beaucoup de succès, ils ont fait des photos verticales. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis plus dans la photo horizontale, c'est-à-dire que je vais être plus bas. Et puis je vais tourner. Je vais tourner autour de mon plat. Je prends toujours pareil comme toi. En fait, je pense que c'est changer le point de vue. Ce qu'il faut, en fait, c'est que pour que la photo plaise, c'est que elle soit pas identique à ce qu'on a déjà vu 100 000 fois. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Moi, quand je fais une photo et quand je rends une photo, je me demande, avec aujourd'hui l'omniprésence des photos, tout le monde sait faire un certain type de photo. Donc tu vas regarder des photos culinaires, tu vas te faire une idée de ce qu'est la photo culinaire, tu vas pouvoir copier assez facilement un setting que quelqu'un a mis des heures à créer. Ouais, mais ça reste de la copie. Ça reste de la copie. Mais quand je fais une photo et quand je rends une photo aujourd'hui, je me demande, quand je fais une photo dans un mariage par exemple, je me demande si la maman de la mariée avec son smartphone, elle n'aurait pas fait la même photo que moi. Mais c'est ça. Il y a un truc que pas mal de photographes de mariage connaissent, c'est l'angle chiant. C'est un angle que tout le monde utilise. C'est toi, tu te mets à un certain point. La maman du marié ou de la mariée, elle se met à côté de toi avec son smartphone. Elle va faire une photo. Elle va jamais se mettre bas, elle va jamais se mettre haut. Elle va se mettre à hauteur des yeux. Et elle va faire cette photo-là. Si toi, tu fais cette photo-là, je considère que tu as fait ce que la maman du marié ou de la mariée aurait fait. C'est pas la peine d'avoir déclenché. Donc finalement, c'est pas la peine d'avoir pris un photographe pour avoir la photo que la maman elle aurait sortie. Tu as un petit peu de qualité en plus, mais est-ce que tu as un œil réel Et puis surtout dans ces cas-là, quand tu fais cette photo-là, je le vois dans le corporate, c'est que quand tu as 5 photographes à côté de toi, tu jamais personne qui regarde au même endroit en même temps. Ouais. Tu as toujours des yeux qui se regardent à gauche, à droite, enfin, c'est super chiant, quoi. Ouais. Donc aucun intérêt. Donc, dans ces cas-là, j'imagine, tu vois, je rêve un jour de pouvoir passer derrière la scène et puis de les rappeler tous, de se faire tourner la tête, tu vois. Ouais. Et les mecs, ils sont tous face à toi, pendant que les gens se prennent la photo avec leur smartphone, tu passes derrière, et tu fais coucou, puis là, les mecs se retournent. Ouais. T'as un truc. Ça serait drôle, ça. Tu t'es retourné, je l'ai entendu sur le micro. Attends, je vais prendre mon micro, je vais mettre un micro-cravate la prochaine fois. Ça fait un gag visuel. Et ben voilà, j'espère que ça s'entendra. Exactement. Le premier gag visuel auditif. On est pas mal. On est pas mal. En termes de philosophie côté business, ça n'a pas grand-chose à voir avec la philosophie côté photo, mais c'est important aussi d'en parler. C'est très compliqué. J'ai un rapport à l'argent qui est très difficile. J'ai un rapport au commerce qui est très compliqué. Pour moi, aller démarcher quelqu'un, c'est faire la manche. Et c'est très compliqué. Si ça peut te rassurer, moi qui n'ai pas de problème commercial, j'ai la même image de ça. Parce que j'ai grandi en vendant du photocopieur Xerox. Et que c'est la meilleure et la pire formation que tu puisses avoir. La meilleure parce que tu apprends toutes les méthodes commerciales possibles et imaginables. Les bonnes comme les mauvaises, j'imagine. Les bonnes comme les mauvaises. La pire parce que tu appliques les mauvaises et que ça te laisse un arrière-goût et une image du démarchage très mauvaise parce que tu harcèles des gens qui n'ont pas envie d'être harcelés. Et pour avoir vécu des deux côtés, parce que aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je suis démarché aussi par des gens, je déteste ça. En fait, ce que je voulais juste ajouter, c'était que par rapport au business, ce qu'on disait tout à l'heure sur la technique, c'était qu'il faut avoir de l'expérience pour pouvoir justement s'affranchir de la technique et que ça devienne naturel, que ton appareil photo, tu l'oublies dans ta main. Aujourd'hui, j'ai pas l'expérience du commerce et j'ai pas encore cette autonomie que t'apporte l'expérience du commerce. Donc pour moi, c'est le premier pas à franchir. Mais comme je suis vraiment bloqué psychologiquement sur le fait que c'est pour moi faire de la mendicité, tu vois le côté contradictoire dans lequel je me trouve. Donc pour moi, le business, c'est très compliqué. J'adore faire des salons pour voir les gens et écouter les besoins des gens. Ça fait partie de mon ADN, si tu veux. J'arrive à voir quels sont leurs besoins, j'arrive à les analyser, j'arrive même à imaginer des solutions dont ils pourraient avoir envie d'utiliser, mais j'arrive pas à trouver la bonne manière de leur présenter, ou je suis tellement bloqué que même si j'ai la bonne manière de leur présenter, je vais me vautrer, lamentablement. Et c'est compliqué. En fait, il faut que toi, tu intègres que tu vas leur rendre un service. C'est ça le bon commercial. Le mauvais commercial, c'est le mec Xerox
qui prend un listing avec 50 numéros de téléphone qu'il a déjà appelés, qui lui ont dit 50 fois foutez-moi la paix, j'en ai marre, ça me saoule, Ouais, que bien vous sûr, m'appeliez, ça, vous me dérangez, recevoir un coup de fil quand tu es en train de bosser. Tous ces numéros-là, ils sont ça bloqués te sur mon coupe. téléphone. Moi, c'est pareil, mais il trouve toujours un moyen de revenir vers toi. Mais tout ce commercial-là, c'est le pire de ce que tu peux faire Bien en sûr. termes de commercial. Trouver, moi, quand je démarche quelqu'un, la plupart du temps, ça vient pas de rien. Ça vient d'un contact. C'est quelqu'un qui m'a vu travailler d'une manière ou d'une autre, qui a déjà une idée, une notion de qui je suis et de ce que je fais. La plupart du temps, c'est ça. Après, la question, c'est qu'est-ce que moi je vais lui apporter avant de combien lui va pouvoir me payer. Qu'est-ce que je vais lui apporter? Et c'est pas lui que tu dois convaincre, c'est toi que tu dois convaincre. Pour le coup, je suis vraiment convaincu. Mais moi, c'est vraiment l'approche. Cette approche, c'est même pas une question d'argent. Hein. C'est une question de. J'ai une solution à ton besoin. J'ai compris ton besoin, mais c'est la manière de l'apporter. D'accord. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe où c'est compliqué. Mais une fois que Enfin, c'est tellement plus facile pour moi quand le client me dit bon ben voilà, j'ai été recommandé par un tel qui m'a dit que voilà, j'ai vu vos photos, ça me plaît bien, bon, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Ouais. Ça, voilà, la voie royale si tu veux. Mais c'est pas tous les jours comme ça. Tu peux le provoquer aussi. Mais bon, peut-être l'objet d'un autre podcast. On en reparlera hors micro. Je vais pas donner tous mes secrets à tout le monde tout de suite. On va étaler ça sur au moins une centaine d'épisodes que vous continuez à écouter. C'est clair. Déjà. Le pire moment de ta carrière, c'était quoi? Écoute, je crois que c'est le jour. Ouais, ça date il y a 4 ou 5 ans, un truc comme ça. J'avais fait un shooting pour un restaurateur. Et donc, je m'étais renseigné, j'avais fait. Tu sais, tu fais le truc, t'es discipliné, tu prends un bouquin, comment vendre ses photos, machin, un truc. Enfin, tu te renseignes. Tu essaies de dire, bon, ben voilà, t'appliques ça, tu t'es renseigné, t'es inscrit à la UPP ou à la SAIF, bon, peu importe. Et donc, on te formate avec ces trucs-là. Donc, toi, tu arrives chez ton client en disant, bon, ben voilà, on va faire le shooting. Tu auras le droit de les utiliser sur Internet, tu n'as pas le droit de les utiliser pour le print, de toute façon je vais te livrer un format réduit, et puis tu dois mettre mon copyright. Donc ça, le client qui est en face de moi, c'était le restaurateur, très bien. Donc on commence à réfléchir, il signe le devis, il me dit ok, et 3 semaines plus tard, on fait le shooting. Ce jour-là, le shooting, il y avait son attaché de presse qui était là. Et donc on fait les photos, machin, elle les prend, et 3 jours après, je vois les photos apparaître dans un magazine, qui n'était pas ce qu'on avait signé. Et la nana me répond bon, de toute façon, tu vas pas m'emmerder avec ton copyright, moi ça fait 18 ans que je bosse comme ça, il y a personne d'autre qui bosse différemment, ton truc, c'est du pipeau. Je lui fais, tu es juste en train de me dire que l'article 121.3 du Code de la propriété intellectuelle, qui est inscrit dans la loi, c'est du pipeau. Bah de toute façon, si tout le monde fait comme ça, c'est que ça sert à rien, et que voilà. On est allé au procès. Bon, par chance, c'était vraiment un moment très angoissant, j'ai jamais été payé, mais bon, peu importe. Et à chaque fois qu'il utilise les photos, il y a une aide d'avocat qui part direct. Ça continue encore. Ouais. Le restaurant a fermé, mais ça continue encore. D'accord. Donc voilà, maintenant c'est chiant, mais c'est très désagréable quand tu es nouveau dans le métier et que tu as quelqu'un qui se trompe manifestement et qui essaie de t'apprendre comment toi tu dois faire. Donc je pense que c'est un moment qui m'a hanté pendant pas loin d'1 an. C'est la première fois qu'en fait j'attaquais. Ouais. Et puis que tu te demandes si tu fais bien d'attaquer. Et au-delà de ça, c'est que l'attaché de presse, elle dit mais t'es en train de te griller dans la profession. Mais tu sais pas quoi répondre dans ces cas-là la première fois. C'est vraiment très compliqué. Mais je crois que ça c'est franchement un moment qui m'a angoissé pendant pas loin d'1 an. Et t'a marqué. Ouais. Mais j'en parle encore aujourd'hui. Je la croise aujourd'hui, la personne. Donc je sais qu'on travaillera jamais ensemble. Encore que. Parce qu'on a des clients communs. Mais encore que quand ces clients communs essayent de bosser avec moi, je subodore que... Bon, bref. Je vais pas m'étendre là-dedans, mais voilà. Bref. Par opposition, le meilleur moment ? Ouais. Écoute, vraiment le meilleur moment, c'est... Alors, c'est très bizarre, c'est même pas quand j'ai fait un shooting photo. Il y a 2 meilleurs moments, en fait. C'est la première fois qu'un client m'a dit merci. Et là, pour le coup, ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est surtout que la première fois où j'ai participé à un concours, j'ai gagné dans la catégorie culinaire de ce concours-là. Donc, c'était il y a
C'était en 2016, donc il y a 3 ans et demi. Et, et, et pour la petite histoire, j'ai battu une photographe qui s'appelle Mathilde Delécotet, Que je ne connais pas. Mais... que j'admirais à l'époque, et je savais même pas quel était son travail, tu vois, mais je connaissais son nom, je savais qu'elle était talentueuse, qu'elle faisait des belles photos, etc., etc. Et ouais, ça m'a donné une crédibilité, tu vois. J'ai battu une photographe que j'admirais. Tu t'es senti légitime. Je me suis senti légitime ce jour-là. Et depuis, ça m'a libéré quelque part. Tu vois, c'était l'année suivante, la première fois où je faisais mon truc, et l'année suivante, je gagne un concours, je gagne en légitimité. Ouais. 2016, 2012, ça faisait 4 ans que j'exerçais. Tu te poses des tas de questions à ce moment-là. Donc c'est très compliqué. Et c'était un super bon moment, et je le kiffe encore tous les jours, et j'ai rencontré plein de monde ce jour-là, que je côtoie encore aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment génial. Pour le coup, c'était vraiment génial. Et en regardant après son travail, je me suis rendu compte que j'avais gagné en faisant une photo d'une série que j'appelle Transparence, et que c'était sa marque de fabrique, en plus. Donc tu l'as battu à son propre jeu. Je l'ai battu à son propre jeu. Mais voilà, ça fait partie du choix du jury. J'y suis pour pas grand-chose, si tu veux, quelque part. J'ai juste un niveau pour dire que voilà, ma photo était innovante, elle était dans cette série-là. On était parti d'une série qui n'avait strictement rien à voir avec son travail. Moi, mon idée, c'était de prendre les plats des restaurateurs, tels qu'ils étaient à la carte, avec les mêmes quantités, les mêmes proportions, de les sortir de l'assiette et de les mettre sur une plaque. Ça, c'était mon travail. J'aime bien cette série. Pardon ? J'aime bien cette série. Merci, c'est gentil. Elle est belle. C'est sympa. J'ai gagné 2 fois cette catégorie, puis après, le travail était plus assez innovant. Tu sais, le concours des photographies de l'année, ça évolue à chaque fois. Donc, d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes. Voilà, donc tu peux pas gagner 2 années de suite ou 3 années de suite avec le même travail. Sinon, une fois qu'il est reconnu, bah, c'est plus innovant. J'ai eu cette conversation avec le fondateur de Fearless Photographers, qui est un gros annuaire de photographes de mariage, en lui disant qu'est-ce qui fait qu'on gagne un prix. Et en m'attendant à avoir une réponse toute faite, en disant bah, tu fais ça, 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 ça. Et voilà. Et si effectivement il y a tu fais ça, 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 tu fais attention à ce que ta photo, il n'y ait pas d'éléments perturbants dedans, tu fais attention à ne pas couper les mains, enfin tous les trucs de base de la composition photographique. Ouais. La réponse, c'est de la chance. Ouais. C'est jamais le même jury, c'est jamais les mêmes modes. Tu as une photo qui va parler à quelqu'un qui va pas parler à quelqu'un d'autre. Tu as un mec qui va être vent debout contre ta photo en disant non, lui on lui donne pas de prix alors que tu serais passé la fois d'après avec la même image, tu aurais eu tout le monde de ton côté. Tu sais pas pourquoi. Sauf si c'est un concours d'éducation nationale. Aussi. Dans ce cas-là, tu as la règle, tu fais ça, ça, ça et ça et ça marche. Ça sent le vécu. Ouais. On va peut-être pas détailler, tu vas avoir des soucis. Non, je vais pas détailler. Non. Mes 2 dernières questions. Qui est-ce que tu me recommanderais pour le prochain podcast? Peu importe son... Peu importe. Même quelqu'un que j'aime moyennement, dont j'aime moyennement le travail. J'ai pensé à la même chose que toi. Mais... Julien, si tu nous écoutes, tu peux venir ici, le micro il est sympa, il y a du bon café. Il n'y a pas de pizza, mais il y a de bon café. Encore une fois, j'ai pas le goût universel ou la science infuse. Il y a des choses que je sais, il y a des choses que je sais pas. Il y a des boulots qui me plaisent plus que d'autres. Il y a des boulots qui me plaisent moins que d'autres. Par contre, il y a des méthodologies et c'est à ça qu'on essaie de s'intéresser ici. C'est qu'est-ce qui fait un photographe. J'allais dire qu'est-ce qui fait un bon photographe, mais qu'est-ce qui fait un photographe? Parce que la réalité, c'est que le bon photographe de l'un et le mauvais photographe de l'autre, que dans tous les domaines, il y a des styles différents qui plairont à droite et qui plairont pas à gauche. Et finalement, et heureusement d'ailleurs, c'est comme ça, parce que sinon, je veux dire, on devient tous des robots, on va tous travailler pour Miro. Et on a un algorithme qui fait les retouches. On n'a dit pas de politique. Il y a un algorithme qui fait les retouches pour nous, et puis voilà, on fait tous des trucs standardisés. Comment on peut faire du bon travail travail en s'appelant Miro? Franchement, le mec, il a bien choisi son nom. Déjà de base, effectivement. Voilà. Il y avait mon père était imprimeur, et un jour, il a eu un client qui lui a demandé d'imprimer sa marque sur sa carte de visite et sur ses lettres intérieures. C'est une boîte hollandaise. Il vendait des produits d'entretien, il s'appelait Salcon. Tu veux vendre des trucs comme ça, quoi. Miro, c'est pareil. Et je trouve que ça va bien ensemble. Dans le même esprit, la boîte qui me fait toujours rire quand je vois passer un camion, c'est Transport DPD. Aussi. C'est magnifique. C'est ça, ou les suceuses de l'Ouest. Qui sont probablement hollandais, qui n'ont pas la moindre idée de ce que peut vouloir dire leur nom en France. Mais à chaque fois que je vois passer leur camion, je suis mort de rire. Tu roules pas en Audi? Non, pourquoi? L'Audi e-tron, les voitures électriques de chez... Alors je te l'ai dit à l'anglaise, mais en français tout le monde aura compris.
Voilà. C'est assez beau. Mais ça répond pas à ma question. Non. Qui Écoute, je peux interviewer? J'aimerais que tu vois. Alors, Émilie, elle est à Toulouse, donc c'est peut-être un peu compliqué de la faire venir. On peut faire par téléphone. Ouais, mais le son, il va pas être aussi bon. On s'arrange. D'accord. Donc, Émilie Gentil, j'aimerais bien. Je ferai un tuto sur YouTube pour Faire des bonnes savoir conversations comment faire des téléphoniques. bonnes conversations téléphoniques en podcast. Il y a tout. On apprend tout sur YouTube. Ouais. Après, j'aimerais bien. Je pense que tu pourrais avoir une belle conversation, un beau podcast avec Malo, que j'admire pour le coup. Et Julien Pruzès, s'il nous écoute et s'il a envie de s'amuser 2 minutes, je sais que. Je pense que pour reprendre, c'est vrai que, encore une fois, son travail ne me parle pas forcément. Je pense que c'est certainement quelqu'un de très intéressant. Il adore présenter son boulot, non pas comme étant photographe, mais comme étant créateur d'images. Et c'est ce en quoi il a tout à fait raison. Il est excellent en termes de marketing personnel, enfin en termes de présentation de sa manière de travailler. Et pour le coup, il a une approche qui me parle beaucoup. Ouais, donc j'aime beaucoup cette personne. Mais là, on parle vraiment de personnes, on parle moins de travail photographique. J'aime beaucoup ça, et ça pourrait être très marrant de voir ces deux personnes-là, Émilie et Julien. Malo par son univers, parce que je pense qu'il est... il a un côté très sauvage dans son univers qui est vraiment sympathique. Et voilà. Je note. Voilà. Et puis Sébastien Roignan, si jamais tu arrives à le croiser, parce que j'aime bien ces photos de nus dans la nature, qui sont... comment dire, qui apparaissent comme un petit détail dans un paysage, si tu veux. C'est pas du tout du nu pour du nu, mais c'est vraiment un détail dans un paysage, et ça se construit super bien. Il a un univers. Et puis après... Je serais curieux de le rencontrer aussi. C'est quelqu'un que je ne connais pas, du peu que je connais de lui, qui me laisse une impression bizarre, dans le sens où en même temps je trouve sympathique et pas sympathique dans sa façon de s'exprimer. Tu vas vachement l'attirer comme ça, tiens. Non mais c'est dans la façon de parler. En fait, c'est quelqu'un qui parle d'une manière très très neutre. Ouais, mais il était très timide à la base. Moi, ça fait 5 ans que je le suis. Depuis ses épisodes 1 qui faisait des vidéos, il a énormément évolué. Il était extrêmement timide la première fois que je l'ai rencontré, il y a 4 ans au Salon de la Photo. Mais je pense que c'est ça en fait. Je pense que probablement c'est cette timidité qui fait qu'il peut avoir l'air distant et pas super sympa au premier abord. Et après, je pense que il n'aurait pas fait 5 saisons ou 6 saisons, je sais pas à laquelle il en est, de son show sur YouTube, s'il n'avait pas des choses intéressantes à dire. Parce qu'à un moment, tu t'essouffles quand même. Ouais, bien sûr. Donc je pense que ça serait assez intéressant. Mais j'ai même acheté des vidéos. J'ai même acheté des vidéos de lui. Donc ouais. Il y a des choses à apprendre. Il a des choses à apprendre tout le temps. Mais on apprend de tout le monde en fait. Mais c'est ce que je pense à chaque fois. Tu peux ne pas forcément être fou du travail de quelqu'un et apprendre beaucoup de... Si je prends une analogie toute simple, donc cette fameuse formation que j'ai faite cet été avec Tyler Virken, avec Huy Nguyen, qui est le fondateur de Fearless Photographers, lui... Ces photos, c'est un style de photo de mariage qui, moi, me parle pas du tout. C'est le américain traditionnel, tout le monde pose, on fait des trucs avec 10 personnes en randonnion, très carré, très droit, les témoins de la mariée avec toute la même robe, le même bouquet. Est-ce qu'il y en a un qui pète dans le truc et qui fait rire tout le monde ? Non, surtout pas. Jamais. Surtout pas, jamais. Donc c'est quelque chose de très, très traditionnel. C'est pas des photos que j'aime, réellement. Pourtant, c'est un des mecs qui m'a appris le plus dans ma pratique de la photo, qui m'a critiqué le plus durement, parce que tu vas dans une formation comme ça, ils te demandent d'envoyer 150 de tes photos, des photos dont des fois tu es fier. Enfin, en général, tu essaies d'envoyer des photos que tu aimes bien et dont tu es assez fier. Dans 150 photos, il y a forcément un peu de déchets quand même, malgré tout, parce que tu n'as pas forcément la matière, puis la patience de sélectionner ces 150 photos. Et là-dedans, tu peux lui faire confiance pour ressortir le machin où il va appuyer et où ça va te faire très très mal. Soit parce que c'est une photo dont tu étais fier. J'ai une histoire comme ça. J'ai une photo que j'aime encore, mais que j'aime différemment aujourd'hui, qui est dans une synagogue. Il y a un couple qui est en train de se marier. Lui est en train de signer et elle est derrière et elle regarde avec un petit regard comme ça, très autoritaire. Tu vois que c'est pas condescendant. Non. Tu vois que c'est elle la patronne. Il signe bien et qu'il fait pas une faute d'orthographe sur sa signature. Dans le couple, c'est elle la patronne. D'accord. Et tu vois qu'elle surveille, qu'il signe bien, qu'il fait une belle signature et trucs et tout. J'adore cette photo parce que j'adore ce qu'elle dit. Tu vois, c'est mignon. Ça te dit tellement de choses sur ce couple à ce moment-là que vraiment, pour moi, c'est une photo qui a un vrai message, qui est assez clair et tout. Et
il prend cette photo, il me dit, je vais t'expliquer pourquoi cette photo n'a jamais eu de prix. Le thème, il est bien, la lumière, elle est bien et tout. Mais tu vois, là, tu prends la tête du marié, il y a une petite lampe juste qui sort de derrière sa tête, qui fait un petit point lumineux à cet endroit-là, que j'avais jamais réellement remarqué. Tu la vois, mais elle m'a jamais dérangé, jusqu'au moment où il a mis le doigt dessus. Et maintenant, tu vois plus que ça. Et je vois plus que ça. Et tu l'as pas gommé après ? Je n'ai pas repris la photo depuis, parce que j'ai plein de boulot derrière et j'ai pas eu le temps de faire. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma façon de faire, sur les petits défauts qu'il fallait que je gomme, ce qui est l'importance d'une formation. Je suis revenu de cette formation, je bosse plus de la même manière du tout, avec ses dangers. C'est que tu peux, en voulant faire différemment, faire tellement différemment d'un coup que les gens sont surpris par ce que tu sors et ne s'attendaient pas à ça et du coup peuvent être déçus. Ce qui m'est pas arrivé, mais j'ai vu certains regards. C'est sûr que si tu es choisi pour un regard et que tu fais quelque chose d'autre, ça va être compliqué à sortir. C'est un peu compliqué, donc j'essaye de l'implémenter lentement, et la chance que j'ai, c'est que comme je fais l'été des photos de soirée pour des copains, j'ai eu l'occasion de m'exercer sur ça où c'est moins grave. Et de l'intégrer petit à petit, mais voilà, ça apporte ça. Tout ça pour en venir où lui, c'est pas forcément quelqu'un dont je suis fou des photos, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses et qui avait un regard très intéressant à apporter et qui m'a fait progresser. Donc effectivement, il y a des gens dont je vais te dire, je suis pas dingue de leur boulot, mais la réalité, c'est que un Julien Apruzès, on va beaucoup parler de lui, c'est la preuve que tu laisses pas indifférent, Julien. Je pense que c'est le plus important dans ce métier-là, c'est de ne pas laisser indifférent, c'est de ne pas dire ouais, voilà, on le connaît, c'est bien, tu vois, et de rien dire. Je préfère qu'on dise de moi ouais, j'adore ce qu'il fait, ouais, je déteste ce qu'il fait, que tout le monde me dise ouais, t'es doué. Je crois que c'est le pire truc qu'on puisse me dire, c'est ça. Donc effectivement, voilà, ces gens-là, j'aimerais un jour ou l'autre leur parler. On va mettre ça en œuvre. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. On va mettre ça en œuvre, on va voir. Et puis si ça se trouve, ça va devenir mon meilleur pote. Et je vais finir par adorer tout ce qu'il fait. Où est-ce qu'on peut te trouver, Cyril ? Partout. Alors, ton adresse personnelle Alors, mon adresse personnelle, je la garde pour moi. D'ailleurs, toi, je suis même pas sûr que tu la connaisses. Je crois pas. Mais ouais, je suis en région parisienne aujourd'hui, mais je me déplace, comme je le disais au début, un peu partout. Donc, tu me trouves d'abord sur Internet, mon téléphone et mon mail. Donc, c'est quoi ton site ? Mon site, c'est archifoodrock.com. Alors aujourd'hui, il n'est pas très à jour. Si tu cherches Archifoodrock sur Facebook, ça sera beaucoup plus facile. Instagram, pareil, Archifoodrock. Et puis mon téléphone, voilà. On trouve sur ton site internet. On le trouvera sur le site internet. Sur le site internet, c'est plus sûr parce voilà. qu'avec tous les auditeurs qu'on va avoir pour ce premier épisode, tu risques d'avoir des coups de fil de ma mère, de ta mère, de ta femme. Je mettrai tout dans les show notes, les notes d'épisode. Exactement. Merci beaucoup avec plaisir, d'avoir été le tout premier. Tu seras à tout jamais le tout premier à avoir participé à ce podcast. Merci, Julien. On va savoir où ça nous mènera. Alors, on verra bien. J'aimerais bien. En tout cas, je souhaite longue vie avec ton podcast. C'était très sympa d'avoir passé ce temps-là avec toi. On verra bien ce que ça va donner. Parce que je sais que tu vas couper au montage des conneries, des bruits, des machins, des trucs. Peut-être pas. C'était drôle. Donc, on verra bien. Mais ouais, ça m'a beaucoup plu. Merci pour toi. Merci à pour toi. tout, Julien. À bientôt. Ciao.